Osez vous lancer en natation, en triathlon, vous ne deviendrez pas bon en n'en faisant pas, vous progresserez en y allant. Vous ne savez pas nager, je m'en fous, je vais aller à la piscine et on verra ce que ça donne. Je ne serai jamais nageur, je veux juste être à peu près efficace dans mon déplacement dans l'eau. C'est l'aventure qui est cool, je suis devenu nageur. Je suis devenu triathlète quand je suis devenu nageur. Dès que t'es ridicule avec un slip de bain, c'est Oui, bon. voilà, c'est ça. Dès que t'as mal aux yeux avec tes lunettes et que tu gardes la trace après pour les réunions de 14h à la pause midi, c'est bon, t'es nageur. T'as peur. Et si t'échoues, il se passe quoi? Pas grand chose. Ta famille t'aime toujours, tes enfants t'aiment toujours, tu gardes le même taf. Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, le média qui t'aide à reprendre le contrôle de ta natation dans ta vraie vie et qui te permet de répondre aux fameuses 3 questions. Aujourd'hui, je nage quoi, pourquoi et comment. Et aujourd'hui, épisode exceptionnel. Le samedi, normalement, je suis tout seul. Là, je suis accompagné. Et de quelle manière? Je suis avec Benjamin Elias Poirier, que tu connais sans doute sous le nom de coach S.D. sur Instagram. Un très bon créateur de contenu, très vivant, très dynamique. Mais il n'est pas que ça, il est aussi coach en triathlon, en course à pied, en trail. Il est aussi podcasteur d'ailleurs sur son podcast Triathlon and Talk. Et j'y suis. On a fait un double épisode parce qu'on s'est dit qu'un épisode c'était bien mais que 2 c'était mieux. Il y en a un ici où on va parler de tout ce qui est outils à ta disposition pour que tu puisses progresser en natation, parce que c'est fini. C'est plus uniquement le maître nageur dans ta piscine qui peut t'apprendre à nager. C'est plus uniquement le club qui peut te permettre de performer. Non, tu as plein d'outils à ta disposition. Là, tu es en train d'écouter Swim Smart, c'est un outil, mais tu en as d'autres. Tu as son podcast, tu as des accompagnements et tu as des livres aussi, parce qu'il est en train d'écrire un livre. Le lien est en description. Il reste quelques exemplaires à précommander. Donc, tu files le faire tout de suite. Et comme ça, pour Noël, tu peux offrir de la natation, tu peux offrir de l'entraînement, tu peux offrir des histoires. Et tu soutiens aussi un créateur de contenu, un coach, un athlète, un homme qui mérite d'être connu et d'être soutenu. Donc le lien est en description, tu files faire ta commande. Moi, je te laisse pour que tu puisses écouter cette discussion. Mais avant, ça sera le dernier épisode de l'année. Le dernier vrai épisode. Il y aura des petites pastilles à droite à gauche, je sais pas trop comment, parce que tu as besoin de profiter de cette fin d'année, de ces fêtes, de ta famille si tu es en famille, de tes amis si tu es en ami, ou de toi-même si tu es tout seul. Voilà, profite de ces moments pour souffler, pour te régénérer, pour faire des bilans et pour te projeter en 2026. Et justement, dans les 2 semaines qui viennent, on va juste faire des petits bilans et se projeter en 2026, commencer à construire 2026. Je te laisse t'abonner pour ne pas rater ce qui va arriver. Et je te laisse me dire en commentaire quel est ton objectif à toi 2026. Ça va me permettre déjà de te connaître un peu mieux, de pouvoir t'aider si je peux, et de pouvoir planifier un petit peu les épisodes à venir pour que ça t'aide vraiment. Tu écoutes cet épisode et ensuite tu vas pouvoir aller écouter l'épisode sur le podcast de Benjamin. Et là, moi, il y a mon fils qui est en train de toquer à la porte. Donc, je vais devoir reprendre ma casquette de papa. Et je t'embrasse. Bonne journée. Bonjour Benjamin, bonjour. Comment vas-tu? Rebonjour Théo, toujours Voilà. très bien. On sort d'1h30 d'enregistrement. D'où le fait que je bafouille. Ça fait 1h30 qu'on enregistre. Un très bel épisode. Est-ce que tu peux le résumer en une phrase pour ceux qui n'ont pas vu écouter la première partie de l'épisode et qu'ils aillent le voir? Comment tu résumerais cet épisode? Osez vous lancer en natation, en triathlon, vous ne deviendrez pas bon en n'en faisant pas, vous progresserez en y allant. Globalement, je pense que c'est à peu près ça. C'est totalement ça. À croire que pendant les 10 minutes de pause pipi, t'as écrit le résumé, quoi. Bravo. Même Félicitations. pas du tout, j'ai juste pris un café et a été aux toilettes. C'est vraiment tout ce qui s'est passé. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai toujours la même question à mes invités. Ça me permet, moi, de savoir si en termes de communication, je fais des progrès ou pas. Est-ce que tu connaissais Swim Smart avant qu'on prépare cet épisode ou pas? Oui, je te connais depuis maintenant presque un an. Pas à tes tout débuts, mais je crois que je t'ai topé au 2e ou au 3e épisode. Et après, je suis actif sur Insta, donc je vois pas mal de trucs popper, sortir, et je l'ai vu passer. J'ai trouvé l'initiative hyper cool, parce qu'il n'y a pas grand monde sur le créneau de la natation.
En tout cas, je trouve sur les réseaux, il n'y a pas assez d'initiatives. En tout cas, pour le banaliser comme ça et le rendre sympathique et accessible, vous n'êtes pas nombreux, vous deux. J'en ai 3 en tête et tu t'en fais partie de ces 3-là, quoi, globalement. Trop bien. Mais oui, oui, j'ai créé ce podcast justement parce que j'avais un copain qui voulait arrêter la natation et j'ai cherché un podcast à lui conseiller et j'en ai pas vraiment trouvé. Donc, on en a parlé dans l'épisode qu'on a fait sur le toit, mais je suis partisan du tu connais pas quelque chose, ben fais-le. Donc, c'est comme ça que Swim Smart. J'ai le même mindset de même si tu sais pas faire, retrousse-toi les manches, essaye, lance-toi et tu verras bien ce que ça donne sur la route. Oui, on va parler de ton parcours et de tout l'impact que ça a sur tout ce qui est pédagogie, apprentissage, etc. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Bah, évidemment, bien le bonjour, moi c'est Benjamin Elias du coup, aka coach SDD sur les réseaux et sur Instagram. Je suis coach en triathlon, trail et course à pied, globalement tout ce qui est du fond, voire de l'ultra-endurance. À savoir que de base, je suis ingénieur en démantèlement nucléaire, diplômé des arts et métiers. J'adore le dire parce que ça claque un peu, tu vois. Ça Tout de suite, t'es en claque mode, fort, quoi. ah, ça ne me sert à rien du tout. Et c'est ça qui est cool, c'est que j'ai décidé de donner du sens à ma vie, à ma pratique, enfin en tout cas à mon boulot, avoir un boulot qui avait vraiment du sens pour moi, à mes yeux, attention, hein, c'est pour moi et pour mon alignement dans ma vie. Et du coup, je me suis orienté sur le coaching en passant de base la course à pied et la natation, on va y venir, a été un peu le vilain petit canard de la pratique. C'est ce qui me pose le plus de problèmes. Coup de bol, le triathlon, il y en a, mais pas tant que ça, et on peut vite ruser ou bidouiller pour pas en faire tant que ça. Mais ça reste quelque chose qui m'intéresse et qui m'intrigue. Et comme on l'a dit, ce que j'aime bien, c'est apprendre, découvrir. Et j'ai pas peur de sortir de ma zone de confort et de me dire, je sais pas nager, bah je m'en fous, je vais aller à la piscine et on verra ce que ça donne. Et du coup, voilà, pour mon parcours en tout cas, c'est là-dessus. Donc j'ai fait des ultra trails, des 100 miles, des Ironman, triathlon, des marathons, 10K, semi. Je touche à tout, j'aime bien tout faire. Et là, prochain objectif, Irox. J'aime bien, si j'arrive à choper des dossards un jour, parce que ça me saoule, c'est tous ces effets de mode où on n'arrive à choper aucun dossard. Donc peut-être je le ferai dans mon jardin, on verra. Mais justement, j'allais te poser cette question. Voilà, je suis obligé déjà de barrer des questions que j'avais prévu de te poser. Sur l'Irox, c'est catastrophique. Déjà, le prix des places et puis après, la demande. Est-ce que Ouais, t'arrives à ouais, expliquer ça ou pas? je te dirais que c'est pas que catastrophe. En fait, c'est un effet de mode et c'est l'offre et la demande comme partout, mais c'est la même chose en course à pied. En natation, vous êtes épargné. Ça commence à arriver en triathlon. Ça l'est beaucoup en course à pied et ça commence fortement à arriver en ultra trail. Après, il y a l'Ironman ou le label. Là, tu payes le label qui est déjà très cher et c'est connu que ce soit cher. Mais quand tu vois que tous les prix ont pris 20% ou 30% en 3 ans, ça va avec le nombre de pratiquants, ça va, et pareil pour l'Irox, quand tu regardes, c'est très nouveau, c'est novateur, ça fait suite au CrossFit, à la vague de CrossFit de 2018. Moi, ça m'étonne pas, et ce que je te disais dans l'autre épisode, je préfère toujours que ce soit ça qui soit encensé, qu'on parle de ça et que ce soit un effet de mode sur de l'Irox, sur du trail, sur de la course à pied ou du triathlon, que un effet de mode sur des putes et de la drogue. Globalement, je préfère que ce soit ça la mode. C'est relou, ça se boboise ou en tout cas il faut avoir de plus en plus de moyens pour pratiquer et ça c'est dommage parce que moi j'aime bien la simplicité et j'aime bien mettre une paire de baskets, aller courir pour pouvoir boire des bières avec mes potes derrière. C'est ça que je kiffe dans l'essence même, me dépasser, me dépouiller sur la course et après me retrouver avec mes potes. Ah, c'était dur la côte au 12e et on débrief et ça n'a aucun impact et ça ne reste que du sport. Donc oui, ça devient cher et c'est malheureux et en même temps c'est cool parce que ça veut dire que le domaine se développe et que c'est en pleine expansion. Mais tu vois, on est déjà d'emblée dans l'épisode parce que le thème de l'épisode, c'est le changement de façon d'apprendre. On va le voir au fil de ton parcours qui s'y colle parfaitement et c'est pour ça que j'ai envie de t'inviter sur le podcast. C'est comment on est passé et pourquoi j'apprends à nager pardon, juste avec le maître nageur ou avec le club à tout ce qui se passe maintenant. Donc le but de cet épisode, si tu es d'accord avec ça, enfin je te demande mais c'est déjà prévu. Donc si tu me dis Oui. non, je suis un peu... Et ça va être... non, en fait, on va changer, on va parler de la reproduction des baleines. Ah Zut. j'adore les baleines. Je Moi sépare aussi, les mais je baleines, suis mais... pas prêt à discuter plus que ça. Et de répondre aux questions sur pourquoi ça a changé et comment on tirait parti, comment on profitait, nous en tant qu'adultes actifs, pour parler de ça. On va commencer par le commencement. Quel est ton premier contact avec l'eau? Les otites.
J'ai commencé par les otites à répétition parce que c'est beaucoup trop chlorifié l'eau. Moi j'aime bien les eaux naturelles et même quand c'est naturel c'est crade. Mais globalement mes oreilles sont un peu fragiles et quand j'étais petit je faisais otite sur otite, ce qui était ça a créé une frustration parce que mes parents m'empêchaient d'aller dans l'eau pour ma bonne santé et évidemment mon audition, ce qui aujourd'hui m'occasionne des problèmes d'audition de temps en temps, mais très léger. C'est très très léger, ça se gère. Mais du coup, ça a généré de la frustration, de l'eau, parce que j'adorais aller dans l'eau. J'étais un enfant qui avait beaucoup beaucoup d'énergie. Et quand on allait à la plage, je voyais pas d'autre chose à faire que sauter dans les vagues pendant 4 heures, jusqu'à ce qu'il faille partir. Quand il fallait partir, c'était horrible, fallait partir. C'était quelque chose, et c'était vraiment, j'étais le gamin qu'on remonte avec le plein de sable dans le slibard et il faut lui faire prendre sa douche et il râle et il chouine quand il faut partir de la plage parce que c'est vraiment trop bien les vagues, globalement. Ça, c'est mon premier scope où ça a été tous mes étés, mais j'ai jamais, hormis les cours à l'école, donc autant dire pas grand chose, j'ai jamais trop pris de cours ou jamais trop développé et ça restait quelque chose de très festif, de très estival, saisonnier en tout cas. J'y allais que pendant les vacances ou de rares fois à la piscine avec mes parents. Mais c'était pas rien de professionnel, rien de loisirs structuré dessus. Alors, on va faire la première pause. Tu verras que je crois que c'est le podcast, je vais plus l'appeler digression simplement. On fait la première pause. Mon fils a des problèmes d'otite à répétition, un peu plus important parce qu'il doit mettre maintenant des appareils auditifs pour pouvoir, Ouais. pouvoir écouter. Et il y a un truc qui me stresse, c'est la remise à l'eau plus tard. Parce qu'il adore l'eau. J'ai perdu le son. Attends, j'ai totalement perdu ton son là. Hop, c'est Ah, moi c'est bon. qui ai malheureusement appuyé. Alors, à quel moment tu as perdu le son, ça Ouais, vient? bah que t'avais peur qu'ils se remettent pas à l'eau. Voilà. Comment toi t'as géré? Est-ce que ça s'est fait naturellement et du coup je serais rassuré? Ou tu as des petites astuces pour l'accompagner? Ça s'est fait assez naturellement dans le sens où je me suis jamais posé la question en fait. C'est-à-dire que on m'interdisait d'y aller dès que j'avais des otites et en gros mon mindset c'était en vacances je savais que j'allais faire des otites. Du coup, je profitais au maximum de la piscine jusqu'à ce qu'il y ait l'otite. Et je savais que ça allait arriver et du coup comme un con, bah j'y allais au max, je profitais à balle. Et j'avais une sœur qui adorait l'eau aussi, et donc on faisait des jeux pendant des heures dans la piscine. Et j'étais tout le temps sous l'eau, la tête sous l'eau, des apnées, des allers-retours de la piscine, enfin tout ce que les enfants font. Et du coup, j'en profitais au max jusqu'à ce que j'ai mal. Et au fur et à mesure, je reculais le moment où je le disais à mes parents. J'étais en mode non, mais là, je peux tenir encore une journée. Et j'ai appris à vivre avec cette douleur-là. Maintenant, quand je prends l'avion, c'est des douleurs qui sont assez fortes, mais que j'ai appris à gérer et à doser. Avec des petites astuces, genre le chewing-gum ou le bâillement ça n'enlève pas la douleur, mais du coup, c'est resté et ça fait partie des choses avec lesquelles j'ai appris. Donc, c'est plus, je me suis habitué à, bon, bah, ok, si je vais trop dans l'eau, j'ai des otites. Et là, sur ma prépa Ironman, à un moment, ça a commencé à se déclencher et du coup, je sais le reconnaître, je sais quand est-ce que c'est en train de s'infecter et de s'inflammer un peu. Et j'ai réduit un peu pendant 2 semaines, histoire de laisser un peu au repos et j'y suis retourné après. Mais c'est quelque chose qui est pas fini, globalement. C'est juste que j'apprends à vivre avec. Mais c'est top parce que ça met malgré la question que avait rien à voir, mais ça met les différentes bases, différents échelons sur l'apprentissage. C'est premièrement faire confiance à son corps et aux signaux qu'il nous envoie. Et deuxièmement, adapter son entraînement, sa pédagogie à ces signaux-là. C'est exactement ça, et c'est une des raisons pour lesquelles sur les prépas, je sais que je serai jamais nageur. J'en ai pas spécialement envie ni l'intention. J'ai pas voilà, Léon Marchand me fait rêver, mais je veux que ça reste un rêve. Je n'ai aucunement l'intention d'y arriver. Ça me fait suer les 25 mètres, mais je trouve ça intéressant d'apprendre à nager, de savoir nager et d'être performant en natation. Ce qui sont pour moi deux choses fondamentalement différentes que je trouve les gens associent très souvent quand tu essayes d'apprendre à nager. On te dit ah bah, tu vas gagner une course. Non, j'essaye juste d'apprendre à nager. Moi, je veux juste être à peu près efficace dans mon déplacement dans l'eau globalement. Ok, très bien. À quel moment tu as voulu passer du loisir à en faire ton métier? Alors, avant d'en faire mon métier, c'est passé un loisir. Parce que je nageais pas du tout et je suis arrivé sur mon premier marathon à 19 ans. J'ai fait mon premier marathon et j'étais un peu dégoûté de la prépa. Enfin, dégoûté. J'en avais mis beaucoup pour me préparer pour atteindre ce premier marathon. J'étais encore un peu jeune et du coup, j'étais un peu saturé de la course à pied. Il fallait que je change. Et du coup, naturellement, je suis allé vers le triathlon parce que je faisais déjà du VTT à côté et il me manquait que la natation. Donc j'avais déjà 2 sports sur 3. Je me suis dit pourquoi pas tenter. On va voir ce que ça donne la natation. Et comme je te disais dans l'épisode tout à l'heure, je sais pas nager, bah je vais dans une piscine. Tu vois, c'est très basique au basique. Il y a pas plus de réflexion. Non, mais je vais pas y arriver. Non, mais je suis pas à l'aise ou quoi.
Je le sais que je vais pas être à l'aise, je sais que ça va être un challenge. Donc j'y suis allé. Et au début, j'y ai passé, j'avais une piscine à 50 mètres de chez moi et j'y passais pas un jour sur deux, mais quasiment, j'y suis énormément allé au début, même pour faire des toutes petites sessions. Et j'y passais, comme on disait tout à l'heure, j'y passais beaucoup de temps, même pour ne rien faire. C'est-à-dire que la moindre excuse était bonne à y aller. Par exemple, je me rappelle qu'ils faisaient c'était à Clamart, je sais pas si ça te parle, en banlieue parisienne, à la piscine de Clamart, faisait des sessions spa dans la piscine. C'est-à-dire qu'ils mettaient tout l'éclairage en off, ils mettaient des petits produits de beauté un peu partout, enfin des trucs de détente, ils ouvraient un spa portatif, etc. Et c'était une soirée avec de la musique douce, différents ateliers de relaxation, etc. dans le cadre de la piscine, donc dans l'eau, etc. Et je me dis c'est quand même cool parce que c'est des trucs qui sont détend, ça se détend. Je me rappelle j'étais allé avec mon père à l'époque et en même temps tu passes du temps dans l'eau et tu continues, ça augmente le temps passé dans l'eau. Ça ou des ciné sur l'eau, c'est pareil, c'est juste pour continuer de te familiariser avec l'eau et puis avant le ciné par exemple je vais faire 500 mètres de nage et puis derrière tu regardes ton ciné. Bref, j'y suis allé, j'y suis beaucoup allé pour toutes les raisons et pour nager pour tout et n'importe quoi et j'adorais discuter avec les gens. Et il y a un mec, un vieux monsieur qui doit habiter Clamart, alors peut-être qu'il est plus là à l'heure actuelle. J'ai jamais eu peur de nager n'importe comment. Et j'ai jamais su respirer, jamais pris de cours à proprement parler. Et lire des ressources, ça me gavait à l'époque. Je suis plutôt d'un naturel à foncer tout droit, tête baissée, et on verra une fois qu'il y a la base, on verra ce qu'on en fait. Mais je veux pas m'empêcher de lancer l'initiative parce que je sais pas. C'est plutôt, je prends le problème un peu à l'inverse. Et je me rappelle de ce monsieur qui m'avait interpellé, qui m'a dit mais tu sais pas nager? Et je te mode non je sais pas nager mais je m'en fous, ça me dépense et je passe du temps dans l'eau, ça me va genre. Mais c'était catastrophique. Il me fait bon bah il m'a donné deux trois petits conseils et il m'a regardé nager et il me fait ouais, c'est déjà mieux et tout et j'ai intellectualisé ses conseils et c'est le premier scope où j'ai compris que ah ok, il y a un truc à faire. Il y a pas juste nager, c'est pas juste avancer dans l'eau, il y a des petits trucs à comprendre, ça peut être intéressant de discuter, etc. Et donc petit à petit, j'avais un pote qui passait à l'époque le BNSSA et qui commençait à lui prendre la voie de coach en natation et qui était là sur les bords de bassin. Et donc j'ai discuté avec lui de plus en plus hésite pas à me corriger, à me donner des petits conseils, des petits tips, mais vraiment c'était informel, c'était pas vraiment du coaching, c'était pas vraiment du on était sur quelque chose de je découvre le domaine. Ça, c'était il y a quasiment, il y a 13 ans maintenant. Et ça a duré pendant 2 ans jusqu'à faire mon premier triathlon. Premier triathlon, ce que je te disais, je l'ai fait 100% triathlon de Paris. Et je l'ai fait 100% à tête hors de l'eau. 1500 mètres, j'ai pas fait une apnée. J'avais mal au trapèze en sortant, mais pas une apnée. Globalement, c'est comme ça que j'ai découvert la natation. Et j'ai étoffé petit à petit, j'y suis beaucoup allé au démarrage, sur les 5 premières années, j'y suis beaucoup allé jusqu'à atteindre un peu un palier qui me convenait, où j'arrive à nager 2000 mètres en 1,50 au 100 mètres en étant économe et sans me fatiguer, en respirant en 2 ou 3 temps. Et aujourd'hui, ça me va. Je sais que quand j'y retourne, je démarre en 2 minutes, au bout de 2, 3 séances, je repasse en 1,50. Ça me va. Globalement, pour la pratique du triathlon, ça me va. Donc voilà à peu près l'histoire avec la natation. Mais c'est intéressant parce que alors c'est quelque chose qu'on a développé dans l'épisode qu'on a fait ensemble sur tout le début de l'histoire avec la natation, sur comment faire pour prendre du plaisir, pour progresser au début en natation. Et on a tout de suite parlé du plaisir, et qui est l'élément central de ton Ouais. histoire, en tout cas de la genèse de ton histoire avec l'eau. Comment toi tu fais pour prendre du plaisir quand tu vas nager? J'en prends pas. Nager, c'est pas. Ouais, j'ai vraiment le scope du triathlète de base où c'est pas vrai. Je pourrais pas te dire que faire des allers-retours de 25 mètres en comptant les carreaux, ce soit un plaisir. C'est pas Mon ma plaisir. question. Ouais, mais mon plaisir passe par. Je sais pourquoi je le fais et je sais que derrière, c'est pour faire un triathlon, c'est pour progresser en natation, être plus à l'aise, faire un meilleur chrono, être plus performant sur le triathlon, sur l'Ironman, ou c'est quelque chose qui, ça, m'intéresse. Mais la séance de natation, c'est le truc que je recule, que je décale dans le planning, pour lequel j'ai le plus d'excuses pour ne pas y aller globalement. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est de se dire, quand il y a une séance qu'on n'apprécie pas, mais qu'on sait pourquoi on l'a fait, qu'on sait dans quel objectif, On va la passer, on va la faire, plus ou moins bien, plus ou moins avec le sourire, forcément. mais on va la passer. C'est exactement ça et c'est ce qui m'a motivé à les faire et à les passer, c'est que je savais pourquoi je les faisais. Et que même si ça m'embête, mais tu vois, là, depuis que l'Ironman est passé, je suis repassé en ultra trail, je vais plus nager. Globalement, c'est le premier truc qui a sauté dans le planning d'entraînement. L'année dernière, j'ai fait alors je sais pas si c'est ultra, j'ai fait un 75 km dans les Vosges, C'est du trail long. du trail long.
Pour moi, c'était vraiment Non, mais ça m'a déjà c'est déjà très très zinzin. bah, depuis que je l'ai fait, j'ai plus remis les chaussures pour courir. C'est à peu près pas. Je pense que c'est le même scope que tu as à l'inverse sur la course à pied où moi c'est plus naturel et ça a toujours fait partie de l'entraînement pour le coup à l'inverse. Voilà. Donc là, moi, en 2026, mon objectif, c'est de faire mon premier swimrun. Donc, Ok. je documente ça avec le podcast. J'ai déjà interviewé des champions du monde de swimrun, etc., etc. Tu vas interroger Hugo Clément Alors, c'est et encore Hugo Saint-Maconi. Clément. J'ai interrogé Mathieu, qui a été champion du monde de swimrun, qui Ouais. doit me mettre en contact avec le partenaire d'Hugo Clément. Donc, je suis en lien. La réponse est Ouais, il l'a fait avec Fred Bellor. ouais. Ils ont fait du swimrun cette année. Donc, la réponse est planning chargé, revient début 2026. Donc on attend janvier. Ça va, voilà. On espère l'avoir. Ça va se mettre en place. Donc, tu sais pas nager, tu as quelques conseils, tu commences à prendre du plaisir, à être bien dans l'eau, à aimer ça. À quel moment tu bifurques sur le coaching? D'abord coaching course à pied ou directement coaching triathlon? Non, c'était d'abord coaching course à pied. J'ai fait, à ce moment-là, je suis dans mon cursus ingénieur, donc c'est pas vraiment du coaching, c'est-à-dire que je teste. C'est les balbutiements de qu'est-ce que l'accompagnement, qu'est-ce que le coaching, est-ce que c'est ma place, est-ce que je peux y trouver quelque chose, qu'est-ce que la créa de contenu, qu'est-ce que l'auto-entreprise, tout un monde qui. Et puis moi, j'ai pas du tout de là-dedans. Disons que dans ma famille, l'éducation, c'est il faut d'abord le bac plus 5, tu verras après. C'est à peu près ça qu'on m'a répété depuis que je suis tout petit. Si t'as pas de bac plus 5, tu feras rien de ta vie. C'est à peu près ça le discours que j'ai eu toute mon enfance. Donc dans ma tête, être coach sportif, mes parents m'avaient très bien fait comprendre que tu étais coach à l'école et que tu gagnais 1400 balles et que tu étais considéré comme une sous-merde. Très globalement, je suis dans les clichés de la pratique, c'est absolument pas ma vision, mais c'est avec ça que c'est pourtant un fait, c'est avec ça que j'ai grandi et c'est l'image qui en résulte, qui est pas forcément hyper stimulante. Pourtant, je connais plein de profs à l'école qui sont épanouis et qui font un travail monstrueux avec les enfants et c'est hyper important, surtout quand on voit le niveau de sédentarité augmenter. Mais moi, à ce moment-là de mon parcours, c'est pas un scope sur lequel je suis pas axé encore coaching. Je suis plutôt dans finir mon cursus d'ingé et être là-dedans. C'est pour ça que je te l'ai introduit au démarrage. Mais je commence à aimer intellectualiser, aimer comprendre l'entraînement. Donc je suis plutôt dans la phase de lire énormément, essayer de choper des ressources, essayer d'écouter des podcasts, essayer de regarder des vidéos YouTube, de discuter avec des maîtres nageurs, d'apprendre moi dans un premier temps, me construire moi en tant que coach, sans savoir que je deviendrai coach. Donc découvrir tous les autres aspects avant de savoir. Il y a eu un premier athlète avec qui j'ai tenté, Cam, qui préparait son premier triathlon, que j'ai accompagné dessus. Et c'est le premier qui m'a fait confiance. Et c'est devenu un pote aujourd'hui, c'est mon photographe de mariage. Enfin bref, on a une chouette relation. C'est lui que j'ai coaché en premier. Pareil, il détestait la piscine. Donc j'ai appris pas mal de choses avec lui, à essayer de le remettre dans l'eau, etc. pour nager, pour préparer son premier Ironman. Et ça, je l'ai un peu fait en off. C'est-à-dire que oui, il faudrait toujours avoir les bons diplômes. Est-ce qu'on les a toujours avant de faire quelque chose? C'est pas toujours sûr. C'est pareil, c'est ce que je te disais. J'ai eu mon diplôme d'ingé. Ça m'a pris en tout 7 ans d'avoir mon diplôme d'ingé des arts et métiers, qui est un truc assez stylé, assez reconnu, hein. Il faut quand même se sortir les doigts. Mais derrière, ça m'a pas intéressé, ça m'a pas plu. Donc j'ai fait une reconversion. Et à un moment, j'en ai marre des bancs de l'école. Et du coup, j'ai fait le CQP proposé par la FFA, qui est plutôt trail demi-fond. Donc il n'y a pas la partie techniquement stricto sensus, il n'y a pas la partie natation dedans. Mais moi, pour ma curiosité, j'ai passé le BNSSA dessus et je me forme et je discute et j'échange pour essayer d'être pertinent. C'est comme ça que j'en suis venu step by step à structurer, mais tu sens que la natation est toujours le vilain petit canard qui traînouille dans un coin. Comme beaucoup de triathlètes. Mais Ouais. je reste persuadé que quelqu'un comme toi qui se pose des questions, qui se remet en question, qui est curieux, sera toujours un meilleur entraîneur que quelqu'un qui a le diplôme, mais qui est sûr de J'en suis lui, sûr. qui pense qu'il a la science infuse et tout. Donc, après, des diplômes, c'est des bouts de papier, ça veut pas forcément dire ni que tu maîtrises, ni que tu as envie, ni la passion, quoi. On retouche c'est un sujet plus complexe, mais pour moi, je suis mauvais ingénieur avec un bon diplôme, mais je suis bon coach avec pas forcément partout les bons diplômes, parce que si tu écoutes toutes les fédés, il faut des diplômes dans toutes les fédés. Et t'es en mode, ouais, les mecs, surtout pour ce que t'apprends dans les formations, t'es en mode, bon, ça reste du niveau bac très terre à terre. Mon diplôme FFA, je suis pas devenu bon coach grâce au diplôme FFA. C'est pas ça le truc. Mais oui, on retouche un autre débat qui serait vachement plus intéressant. Mais en France, on est très attaché à la valeur diplôme. C'est quelque chose, on a du mal, je trouve, à s'en détacher et à se dire, ah, peut-être il a des compétences,
ces compétences m'intéressent plus que est-ce que tu as signé la case? Non? Bon, bah ça m'intéresse pas ce que tu as à dire. Alors, on va juste s'arrêter sur ta phrase. Ça serait un autre débat qui serait vachement plus intéressant. T'entends quoi par plus intéressant que celui que je t'ai proposé Ah non, non, aujourd'hui? non, c'est de la natation. Non, je me suis mal exprimé, c'est pas vachement plus intéressant, excuse-moi. Ce serait un autre débat aussi intéressant, enfin ce serait juste autre chose, tout est Merci. intéressant, mais on pourrait digresser dessus. Excuse-moi pour le lapsus. Mais voilà, ton fameux diplôme, c'est la porte d'entrée à cet épisode. On y vient petit à petit, hein. J'aime bien prendre mon temps, je suis Ouais, un diesel, moi. pas Euh, de souci. Comment tu as appris? Quels étaient les avantages et les inconvénients de la façon dont tu as appris, dont tu as passé ce diplôme, qui est très scolaire, mine de rien. Tu parles du diplôme de la FFA du coup? FFA, ouais. Ouais. Bah le gros problème, c'est que c'était en présentiel forcément. Et que du coup, quand tu as ta vie d'ingé et que tu commences à te lancer sur la suite, dans ta vie d'adulte, devoir bouger, en plus c'est des trucs, un coup c'est à Nantes, un coup c'est à Paris, un coup c'est à Marseille, un coup c'est à Lyon, un coup c'est à Bordeaux. Bon, c'est mignon, c'est sympa, mais c'est très relou en termes d'orga, ça te prend tous tes week-ends ou tes soirées. Pourquoi pas? Ça a l'avantage d'exister, donc c'est cool aussi d'avoir une passerelle qui existe. Je nuance, c'est pas que blanc ou que noir, mais c'est cool parce que tu as les intervenants et après la qualité dépend des intervenants, dépend des échanges, dépend de beaucoup de choses, du sujet abordé. Mais j'ai trouvé que c'était très terre à terre et on creuse pas beaucoup les sujets. C'était de l'info de base que tu lis dans n'importe quel bouquin ou aujourd'hui sur n'importe quel compte d'athlétisme Instagram, tu as les mêmes infos. Tu suis le compte 3 mois, tu as autant de valeur que la formation FFA. Et c'est dommage parce que c'est labellisé FFA, Ouais. ça coûte 2000 balles. Et à côté, par contre, ce qui est cool, c'est le temps passé en club où là, tu apprends énormément avec d'autres coachs, avec des athlètes et tu t'encadres vraiment au sein d'une structure. Et ça, c'est cool par contre comme expérience parce que ça permet de mettre la place du coach et de prendre cette place de coach que j'ai pas forcément en distanciel. Et donc, c'est là où on commence à mettre les prémices des autres façons d'apprendre ou d'enseigner. C'est ce côté, il faut que tu sois présent à tel endroit à telle heure. Et donc, ça demande une gymnastique pardon, de planning qui n'est pas forcément évidente. Ouais, moi c'était le gros point, c'est pareil, l'ingé, tu échanges ton temps contre de l'argent. Là, on va toucher plus à un truc, la raison pour laquelle tu as lancé le podcast d'ailleurs, c'est que je voulais quelque chose d'un peu plus souple ou en tout cas qui colle à ma vie où je peux à tout moment l'arrêter, ça continue de tourner entre guillemets et sans avoir forcément de limites ou de contraintes temporelles dessus. Et le problème d'être coach dans un club d'athlètes, bah, c'est que c'est tous les mardis soirs de 18 à 20, tous les mercredis de 18 à 20 et il y a un planning, il y a un timing et tu gagnes 1800 pour ça. Ou 2000 ou 2003 en fonction de ce que tu fais, à quel point tu t'investis, etc. Le débat n'est pas là, c'est que tu es obligé d'être présent tous les mardis soirs sur le stade à côté de ta ville. Sauf que moi j'ai habité à La Réunion, j'ai fait 6 mois de backpack en Asie, j'ai voulu profiter de la vie, j'ai voulu essayer de kiffer, mais pour ça il faut aussi de l'argent, il faut aussi un boulot à côté. Et le fait de pouvoir le faire en distanciel donne cette souplesse-là où en fait les gens ce qui les intéresse c'est ta connaissance, c'est ta compétence d'accompagnement et c'est l'implication que tu mets dans leur suivi. Que tu le fasses d'ici ou de Bali, Bali, ça foutait un peu le seum. Les athlètes étaient un peu en mode, bon, quand même, là, c'est relou, il y a eu un petit truc. La Réunion, ça passait super bien. Et du coup, de temps en temps, je bossais, je passais des coups de fil et je planifiais des entraînements depuis la plage. Et c'est quand même vachement mieux que de devoir être tous les jours dans le froid, enfin, d'un point de vue très égoïste et très perso, tous les jours dans le froid, sous la pluie, à coacher des athlètes. Maintenant, tu as un peu moins le côté humain parce que t'as pas le ressenti de fin de séance directement où c'est ce que j'ai aimé dans le club quand tu vas dans le club et que tu t'investis dans le club, c'est que bah, tu peux boire un coup à la fin ou même à la fin même du fractionné, les athlètes sont pleins d'endorphines et c'est des chouettes moments de partage de fin de séance où tu discutes un peu de tout et c'est des moments de vie qui sont hyper cool. Et ça, il y a un peu moins dans le côté coaching à distance. Et tu vois, moi, pour pas mettre le seum aux nageurs que j'accompagne, j'habite Nancy. Comme ça, Ah ouais, lors des visions. personne n'a le seum comme ça. Le ballon, tout le monde est hyper ok. Pourquoi Nancy du coup? Parce qu'on m'a proposé un poste pour être coordinateur aquatique, donc directeur adjoint d'une piscine. Et je voulais être à la campagne, c'est à la naissance de mon fils. J'habitais Reims à ce moment-là. On voulait pas être en pleine ville avec un enfant, quoi. Ok, ça C'est pas make sense. forcément la meilleure, la meilleure des décisions, mais maintenant que j'y suis, c'est très bien. Et comme tout, il y a des avantages, des inconvénients. C'est ça. Je pense que toute situation, tu peux en sortir du positif de toute façon. C'est ça. Ça y est, on a la phrase qui. Celle-là, elle va dans le hook, par exemple. Yes, ça me va. Euh,
tu as ton diplôme, tu vas directement faire de l'accompagnement à distance ou tu es quand même un petit peu en club avant? Non, j'ai jamais eu la volonté de vouloir être en club. C'est parce que c'était demandé par le diplôme. Parce qu'en parallèle, en fait, avant le diplôme, j'avais déjà commencé un petit peu le coaching. Pour un peu en off et juste pour savoir si déjà ça allait me plaire, si j'allais trouver des athlètes, si la communication marchait, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'inconnus avant de te lancer et de switcher. Et puis j'avais un boulot très confortable en tant qu'ingé où je gagnais bien ma vie. Il y a ça aussi, donc il faut pouvoir arriver à minima au même niveau. Je quittais pas ingé pour faire 1000 et galérer à 1000 tous les mois et devoir dépendre des aides. En tout cas, c'est pas ma mentalité et c'est pas comme des aides de l'État, c'est pas ça que je vise. Donc il fallait que je m'assure de la pérennité du projet et je le réfléchisse. Donc j'avais déjà quelques athlètes qui tournaient en off et je me suis rendu compte que c'était ça qui me plaisait. Et que le club, c'était plus beaucoup de contraintes. Et en plus, je sais pas s'il y a la même chose dans la, dans la FFNAT, mais le club et les fédés, je trouve que c'est beaucoup de vieux monsieur qui ont plein d'idées reçues et d'anciennes manières de faire. En natation, tu vois, moi, la natation, j'ai toujours Philippe Lucas en tête. Ce qui est du passé de ouf, mais mais il y a cette idée. Et en athlé, c'est pareil, c'est des mecs qui veulent pas lâcher leur place, qui ont pas envie de comprendre les nouvelles façons de faire. Tu vois, ne serait-ce qu'implémenter Nolio ou Waidu dans le club, pour eux, c'est bah non, on continue d'imprimer un Excel papier et on le met sur le bord du stade. On est au 21e siècle, tous les athlètes qui viennent ont un téléphone. S'ils voient leur séance, ils peuvent pas venir, bah ils peuvent la faire chez eux. C'est juste ultra puissant comme truc. Et tu peux centraliser tout le club et avoir toutes les licences dessus. Par exemple, tu vois, et tout ça, c'est des trucs, c'est au jour d'aujourd'hui, c'est d'actualité. Tu leur en parles, c'est hors de question. C'est du Excel imprimé. Alors, j'en profite pour faire un petit peu de pub. Premièrement, la semaine dernière est sorti un épisode avec Alexandre qui a créé Nolio. Et, parce qu'ils ont fêté les 8 ans de Nolio, donc allez Ouais, voir cet épisode qui était ouf sur comment un carnet d'entraînement, ça bouleverse ta prépa, ton entraînement. ouais, ta vision. Donc passionnant. Et deuxième pub, j'ai un partenaire qui est EducaSwim qui fait le Nolio pour la natation. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout le travail qu'ils font. C'est là l'avantage et c'est là où il y a un lien avec nous. C'est ils créent des outils pour libérer de la charge mentale et libérer du temps pour qu'on puisse faire ce qu'on aime. Et le vrai lien est dans la description. N'hésitez pas à aller cliquer dessus pour leur donner de la force. Exploser le bouton like au passage. On est bon? C'est parfait. On voit le confrère podcasteur. Évidemment. Et là où j'espère que cet épisode sera intéressant, c'est de voir quels sont les avantages de faire des éléments, des accompagnements à distance. Comment tu luttes contre cet effet de distance? Et tu parlais du ressenti que tu n'as pas forcément. Voilà. Un des gros avantages, c'est que c'est adapté à n'importe quel emploi du temps. Ouais. C'est la grosse force, c'est la souplesse, c'est l'adaptation, l'adaptabilité qu'on peut avoir, qui est pas en bassin à 18 heures avec tout le monde. Et j'irais même sur le problème du club, c'est que quand t'encadres, bah moi à l'athlé, j'avais 30 athlètes à encadrer. Bah 30 athlètes à encadrer, t'essayes de distiller un ou deux conseils, mais t'as pas les 30 dans le viseur. C'est se mentir. La plupart sont autonomes ou font leur séance et tu t'es obligé de les laisser. Tu peux pas. S'ils viennent te poser une question, tu réponds et tu leur apportes un éclairage. Mais c'est compliqué de gérer 30 personnes. J'imagine qu'en natation c'est pareil. J'ai jamais géré de club en natation. Du coup, j'imagine que c'est pareil dans l'eau. Tu peux pas toper tout le monde et avoir sur 20 nageurs du club, tu peux pas avoir tout le monde le soir. Là où moi, chaque retour de chaque séance peut être analysé, chaque 100 mètres peut être analysé. Ils ont des retours, ils ont des petits smileys à mettre sur la fin de la séance. Ils peuvent écrire des petits commentaires à chaud de la fin de séance. Et du coup, ça permet d'avoir quelque chose qui est ultra individualisé. La limite, elle est réelle, c'est que la technique pour y pallier, c'est compliqué d'aller sur de la technique pour la natation, c'est le plus compliqué. Réussir à analyser de la technique en natation en distanciel, c'est très compliqué. On va pas se mentir non plus, il y a des petites astuces, mais par exemple, il faudrait qu'ils se filment. Je le fais avec certains athlètes, mais il faut avoir quelqu'un qui filme au bord du bassin, avoir les autorisations ou la capacité de filmer, parce que dans les bassins, tout le monde est en slip, t'as pas forcément Micheline, on y revient, Jacqueline. Ah, ok, bon, on est reparti, je parlais de Micheline, de Jacqueline. Ouais, on parlait de. Il vient. Alors, vous êtes comme ça, vous êtes dans les coulisses. Il vient d'avoir une coupure de l'enregistrement. Intempestive. Donc, j'en ai profité pour me resservir un verre d'eau. Et tu parlais des difficultés de De la, de, quantifier la technique. C'est ça, de pouvoir se filmer,
Micheline n'a pas forcément envie qu'on la filme, donc ça peut être compliqué. C'est des cadres qui sont compréhensibles. Maintenant, avec les GoPro, par exemple, sur les stages de triathlon, c'est hyper intéressant parce qu'avec des GoPro, tu peux avoir même l'inside par en dessous. Et du coup, tu peux mettre, ça m'est déjà arrivé de mettre des GoPro en dessous en natation et de filmer par en dessous pour que les athlètes voient leur natation. Et ça change tout en termes de vision, où ils se voient dessus. Mais il faut avoir la possibilité de le faire. C'est pareil, c'est toujours un petit peu l'élément, voilà, c'est l'élément limitant. C'est comme on disait tout à l'heure, il y a des avantages et des défauts à toute situation. Et c'est là-dessus où je préfère être à distance, avoir plus de suivi avec chaque athlète personnellement et ses contraintes familiales, professionnelles, etc. dedans, au défaut d'un petit peu la technique. Après, c'est un peu différent parce que je fais du triathlon et de l'ultra trail ou du trail ou de la course à pied. Du coup, il y en a un peu moins besoin sur la dominante de tous les sports. Je rajouterai, est-ce qu'on a vraiment envie que Jacqueline se fasse filmer? Mmh, Je suis pas sûr. c'est pas. N'hésitez pas à aller voir l'épisode qu'on a fait sur le podcast de Benjamin où on a décrit qui est Très Jacqueline. bien décrit, Jacqueline. On est bien allé dans le détail, donc n'hésitez Désolé pas. d'ailleurs pour toutes les Jacqueline et les Micheline qui peuvent écouter ce podcast. Beaucoup d'amour sur vous, c'est évidemment très caricatural. Mais et c'est là où moi j'essaie de me démarquer, c'est que j'essaye de donner avec des critères de réussite, on en parlait sur ton podcast, mais les critères de réussite vont permettre de quantifier et de qualifier la technique et que l'apprenant, que le nageur soit capable de dire est-ce que, pas forcément si ma technique est parfaite, mais est-ce que je vais dans la bonne direction? Ce qui est déjà un premier pas. Ouais, bah moi c'est souvent la consigne. Et c'est un gros travail et je trouve que ça force à travailler ce scope-là en tant qu'entraîneur parce qu'on a tendance quand on est avec le club à donner une séance et on donne la consigne mais pour peu qu'il y en ait deux au fond qui sont en train de discuter, qui n'ont pas écouté la consigne, ils sont pas sûrs d'avoir la bonne consigne, d'avoir la bonne intention dans la séance. Et je trouve que ça oblige à être clair dans la consigne et dans même la réception de l'exercice, c'est-à-dire que c'est à nous de valider que l'exercice qu'on est donné soit, alors le bon évidemment, soit bien compris par l'athlète qu'on encadre, et derrière quand il nous remonte, qu'il a fait la séance et qu'il nous remonte l'info et qu'on en discute, d'être sûr que ça ait bien été réalisé. Et rien que ça, on en discutait tout à l'heure, pour moi c'est 90% du taf, voire 95% du taf. À partir du moment où lui, volontairement, il a voulu par exemple travailler la pénétration de sa main dans l'eau et la cassure de son poignet dans l'eau pour bien aller chercher son appui. S'il a mis son scope là-dessus, que en début de séance, il a bien compris que c'était ça l'objectif, il a mis toute son attention sur son poignet et en fin de séance, il me dit bah je sentais que j'avais un peu plus d'appui, ça me suffit presque pour dire que c'est gagné. On pourrait discuter du degré, de l'amplitude, mais il a nagé, il a fait sa séance, il a mis le focus sur le poignet, il a senti il a senti des progrès, c'est gagné dans le niveau. C'est ça. Il a quantifié les progrès entre début de séance, fin de séance. Donc forcément, il sort en se disant c'est trop bien, j'ai progressé. Donc la motivation est là, donc il va revenir. Donc on a gagné, même si c'est pas la technique parfaite. C'est la technique qui va lui permettre non seulement de progresser, mais de revenir. Donc de progresser encore plus. C'est exactement ça. Et là-dessus, lâcher tous les on-dit, toutes les attentes, tous les comparatifs qu'on peut avoir, attendre d'être bon nageur pour se lancer, attendre de savoir bien nager avant de vraiment prendre des cours. Non, au contraire, n'ayez pas peur, lancez-vous, prenez des cours. Vous voulez faire du triathlon, vous savez que nager, parce que là, je pense qu'on s'adresse plus à des nageurs. Vous savez que nager, nagez, mais mettez-vous sur un vélo, essayez d'aller courir, aller marcher activement. Débutez, lancez-vous, et c'est ça qui est cool. C'est l'aventure qui est cool. On s'en fiche derrière. De toute façon, vous gagnerez jamais aucun tri. Il y a peu de personnes qui gagnent vraiment des courses, et c'est pas ça même ceux qui gagnent, ils vous diront que c'est pas ça le plus important. Alors, allez voir. Alors, je prends mon téléphone parce que je l'avais noté. Il y a un podcast sur lequel j'ai été, c'est Devenir triathlète, où j'ai été invité. Ouais. Et il a sorti un épisode hier ou avant-hier de quelqu'un qui, pour son premier triathlon, a fait un Ironman et il a fait le Norseman et il l'a gagné. Donc, Ouais. son histoire est ouf. Ça arrive. Ça arrive, mais c'est pas la norme. C'est ça. C'est de prendre conscience que déjà, s'il s'était dit, j'ai jamais fait, donc je le fais pas, il n'aurait jamais gagné. Donc prenez Ouais. conscience que c'est dans l'action qu'on va Et prendre. je suis à peu près, je le connais pas, mais je suis à peu près sûr qu'il arrive avec un énorme passif et un bagage. Il a pas débuté le triathlon en mode ok, je suis sédentaire, je mange des chips et McDo tous les soirs dans mon canapé. Ça fait 20 ans que je fais rien dans mon canapé. Je vais me lancer sur le Norseman. Oh bah j'ai gagné. À peu près sûr. Oui, je pense qu'on se mouille pas trop. Et c'est un très joli jeu de mots avec le fait que ce soit un podcast sur la natation. Effectivement, ce serait dommage d'ailleurs de pas se mouiller parce qu'il faut aller dans les bassins. C'est ça. Et
Donc du coup, premier type d'apprentissage en présentiel, où on voit que bah, c'est bien parce que tu as le ressenti, tu as un lien direct, mais c'est pas souple. Que ça soit l'entraîneur ou l'entraîné, c'est dur d'être à l'instant T tous les mardis à Ouais. 18h à la piscine, sur la piste, etc. Quand tu travailles, t'as des gosses, c'est souvent un créneau qui est compliqué, qui matche pas et t'aimerais pouvoir, enfin c'est plus pour répondre aussi à bah, j'aimerais pouvoir m'entraîner tout seul mais je sais pas quoi faire. Donc c'est aussi dans ce scope-là où oui, si tu vas dans un club, c'est plus intéressant presque le coach en club. Moi, ça m'arrive de temps en temps pour certains qui ont des grosses lacunes de leur dire prends des cours en parallèle du coaching, prends des cours de natation parce que je vais pas avoir dans un premier temps assez de levier pour pouvoir t'aider là-dessus. Il faut quelqu'un au bord de l'eau. Et comme par exemple là, j'ai une athlète au Canada. Et je vais pas aller au Canada pour la coacher. C'est Ou pas alors viable. le prix sera pas le même, quoi. Voilà, et je pense pas qu'elle ait les moyens que je vienne au Canada, donc c'est plus intéressant qu'elle aille payer 50 € l'heure avec un maître nageur 2, 3 fois, et qu'elle apprenne très très vite, très rapidement, qu'elle brise plein de barrières très rapidement, et qu'une fois qu'elle ait brisé ces barrières-là, on en discute et on puisse réutiliser tout ça pour le faire grandir. Et c'est là où c'est intéressant, c'est de se dire, et de toute façon, si tu as des entraîneurs qui sont contre ça, c'est que pour moi, ce sont des mauvais entraîneurs. Il n'y a pas une façon d'apprendre, il va y avoir la façon adaptée à ce que tu veux faire à l'instant T. Qui Est-ce te que tu convient. veux être méga rigide? Est-ce que tu veux être accompagné beaucoup? Est-ce que tu veux progresser très vite ou plus ancré et plus doucement? Et c'est là où cette multiplicité qu'il n'y avait pas forcément avant et qu'on met en place au fil du temps avec ton accompagnement et puis les autres éléments qui viennent, parce qu'on n'a pas encore tout dit, il y a plein d'autres choses que tu fais pour ça. Et c'est justement je suis persuadé que plus on offre d'outils, plus l'apprenant va pouvoir trouver et choisir l'outil le plus adapté. Ça, en fait, moi, je le vois comme des portes d'entrée. On crée des portes d'entrée, on crée des portes. Et l'idée, c'est juste que plus on en crée, le but, c'est pas parce que tu as créé une porte et que tu passes par ce chemin-là que c'est le seul qui existe et que c'est le bon chemin et que toutes les autres portes, c'est du caca. C'est te dire, bah, tu peux passer par là, par là, par là, par là. On s'en fiche d'où tu viens. Tant que le résultat est que tu fais ce que t'aimes, que t'es épanoui et que tu prends du plaisir. Et là-dessus, je pense qu'on sera d'accord sur le point humain de l'accompagnement humain et être à l'écoute des athlètes et de leurs besoins. Pour moi, c'est primordial. Il y en a qui sont très bien en club et qui adorent l'entraînement en club et ils ont besoin d'avoir 2 ou 3 rendez-vous avec d'autres gens, que ce soit en natation ou en athlétisme, et de retrouver des gens, de retrouver des copains, de se dépasser avec les potes. Ils ont besoin de ça, c'est leur kiff. Mais eux, jamais je les aurai en coaching parce qu'ils sont faits pour aller en club. Leur kiff, c'est le club. Et ils sont pas si je les ai en coaching, ils vont déprimer et ils vont pas trouver leur intérêt et ils vont pas arrêter de s'entraîner parce que c'est pas fait pour eux. À l'inverse, il y en a, ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas aller parce qu'ils ont peur de la comparaison, parce que être dans la masse, ça leur fait peur, parce que ça colle pas avec leur planning, parce que ça colle pas avec leurs objectifs, c'est pas assez personnalisé. Tous ces éléments-là font que le coaching qui est une porte d'entrée peut te permettre de rentrer dedans. Maintenant, effectivement, il y en a d'autres. L'idée, c'est d'essayer d'ouvrir des portes, d'entrouvrir des portes et de dire voilà, tu peux passer par là, tu peux passer par là, tu peux passer par là. C'est pas grave, tant que toi, tu as envie d'essayer, tu as envie d'y arriver, voilà ce que tu peux faire. Alors en 2026, je cherche des partenaires, c'est mon objectif, tu vois, de vivre de Swim Smart. Là, à ce moment, je vis à 80% de Swim Smart, j'ai quand même un petit boulot alimentaire. Mon objectif, c'est à 100%. Je vais voir Bel si objectif. Ben, merci. Je vais voir si je peux pas aller faire un partenariat avec Leroy Merlin, parce que sur ton épisode, on a parlé des briques pour la natation, et maintenant on parle des portes pour le coaching. Je pense que tu peux. Bricorama, Leroy Merlin, tu peux essayer Casto, demande. Voilà. Si parmi les auditeurs, il y en a qui travaillent là-bas, n'hésitez pas à me Il y a le contacter. directeur national Casto, sponsorisé. J'ai travaillé à Castorama quand j'étais plus jeune, donc voilà, je connais le milieu. Pas, Ouais. pas sûr que ça suffise. Voilà, blague à part, on a vu deux façons. Tu en as une troisième, troisième corde à ton arc, c'est le podcast. Alors déjà, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as créé ton podcast et nous le présenter? Le podcast, c'est Triathlon and Talk. Le but, c'est juste de base, c'était juste de parler. Moi, je l'ai fait pour moi, très égoïstement. L'idée de base, c'était pouvoir parler de ma prépa Ironman. Et je trouvais que ça n'avait pas été fait et en parler nature peinture. Je suis assez sans filtre et pouvoir dire bah là ça se passe bien, bah là c'est la merde les potes, c'est compliqué. Voilà mes problématiques, voilà ce que je croise et c'est très très compliqué. En ayant potentiellement des intervenants ou autres, mais raconter mon aventure sur l'Ironman à mon échelle. Qui est ce qu'elle est, celle d'un amateur,
coach qui essaye de se lancer avec mes compétences. Donc, je glisse quelques infos, je glisse quelques façons de faire, mais encore une fois, je fais ça pour moi. Et par exemple, j'en parle très bien pour la natation. J'ai fait le choix de mettre au banc la natation pour faire beaucoup de vélo et de faire une dominante vélo. Donc, dans mes semaines, je faisais 400 bornes de vélo et j'allais qu'une seule fois à la natation. Je faisais entre 2000 et 3000. Ce qui, quand tu regardes des plans normaux, tu te dis, bah, c'est pas logique, c'est pas cohérent, il va pas y arriver. Bah, j'ai fait exactement ce que j'avais dit au début. Quand je me suis lancé, je me dis, je vais faire mon Ironman, je vais nager en 1h10, mes 3009. Je suis sorti en 1h10. Pile poil. C'est-à-dire que j'ai fourni la quantité d'efforts nécessaires pour arriver à l'objectif. Et je sors hyper frais de l'eau, hyper content, j'ai super bien nagé. C'est tout ce que je voulais. Disons que c'était l'objectif. Et j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé. Évidemment, j'y serais allé 2 fois, 3 fois. J'aurais progressé, j'aurais pu atteindre 1h05. J'aurais gagné 5 minutes. Mais à côté, je fais les 180 bornes sans draft parce que c'est hyper important et c'est un des points que je combats dans le podcast. Le draft fait pas partie du triathlon. Il ne faut pas en faire. Même si vous êtes dans des pelotons, sortez-vous des pelotons. Et je fais du coup les 180 bornes à 33,4 km/h de moyenne. Je suis hyper fier de ça. Mais ça, c'est parce que j'ai fait une dominante vélo et que j'ai borné de zinzin en vélo. Et que du coup, au début, quand j'ai repris le vélo, parce que je sortais de 3 ans d'ultra trail, je roulais plutôt en 29 km/h de moyenne. Donc j'ai gagné quasiment 4 km/h sur ma moyenne sur 180 bornes, ce qui me fait gagner quasiment 40 minutes. Et donc au prorata sur mes 6 mois, j'aurais gagné 5 minutes en natation à 3 séances semaine que j'aurais pas pu faire à vélo, contre je gagne 40 minutes à vélo. Bah évidemment que c'est plus bénéfique de faire du travail à 40 minutes. Mais bon, tout ça, j'en parle dans le podcast. Et donc l'idée première était de partager tout ça, de prendre le temps, parce que sur Instagram, je partage sur Instagram, mais c'est plus du fun, de la partie, le sport, c'est pas prise de tête. Venez, on arrête de rendre le sport sérieux. Je vois trop de gens se prendre au sérieux ou se dire « Ah là là, ouais, j'ai fait un Ironman en 10 heures ». C'est toujours personne, ou faire des marathons en sub 3 heures. C'est très bien, bravo pour la perf, elle est colossale et c'est dur, et je n'en suis pas capable. Très bien. Vous êtes toujours personne. Par rapport à un niveau national, ça vaut toujours rien. À un niveau pro, ça vaut toujours rien. Et c'est plus ce scope-là de dire, venez, on s'amuse, tu vaux moins de 3 heures, tant mieux. Est-ce que tu t'es amusé? Est-ce que tu t'es éclaté? Comment t'y es arrivé? C'est ça qui est intéressant. C'est pas la limite de, je fais sub 3 heures, c'est mon unique objectif. Et c'est ça que j'essaye de partager et de véhiculer. En fait, je me suis rendu compte que tu l'as senti, j'adore parler. Je pense que t'es invité, c'est très bien. J'adore cet exercice de podcast parce que on prend le temps de vachement plus étayer, de vachement plus étoffer les propos, de nuancer les propos. Là où sur Instagram, c'est tout de suite, tu veux faire ça, fais ça. Parce que le format l'impose, parce que le style l'impose, parce que c'est comme ça que ça marche sur Instagram, la viralité marche comme ça. Et donc, entre guillemets, t'es obligé de t'y soumettre un petit peu si tu veux avoir une chance d'en vivre et de travailler dessus. Là où le podcast, t'es plus libre quand même. Et sur 1 heure et demie, certains épisodes font 2 heures, les gens sont avec toi, ils courent, ils roulent, t'entends certains nages, tu peux télécharger l'épisode et les écouter en nageant. Tu les accompagnes et tu peux étoffer le propos et tu comprends un peu plus que c'est nuancé et que ce truc-là d'1h10 en natation, ça ne correspond qu'à ma stratégie et qu'à ce que moi j'ai voulu mettre en place et quel levier je me suis donné sur ma stratégie. Mais ça, sur Instagram, tu peux presque pas l'expliquer ou alors faut en faire 8 posts et ça devient relou, globalement. Donc c'est ce partage-là qui m'a amené dessus. Plein de trucs intéressants, comme d'habitude. Premièrement, on voit bien qu'il n'y a pas de plan parfait, mais il y a un plan adapté à ce que toi tu veux faire et à ton objectif du moment. Et là, en ce moment, on est en plein mois de décembre. Donc, je fais un calendrier de l'Avent Swim Smart où chaque jour, les gens reçoivent un mail pour préparer leur année 2026 de natation. Et le thème du jour, c'est un hasard, mais le thème du jour, c'était ça, c'était de se dire, fixe-toi quelque chose que toi, tu vas pouvoir tenir et qui, toi, te donne envie, plutôt que de trouver un truc où on t'a dit qu'il fallait faire 4 séances par semaine, mais que ça sert à rien si tu le tiens pas. Vaut mieux faire 2 séances par semaine pendant 1 an que 4 séances par semaine pendant 3 semaines. Quoi. Ouais, ça, on rejoint le truc de il vaut mieux toujours faire quelque chose, même mal, mais le faire, que vouloir le faire parfaitement et du coup ne pas le faire. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça la mentalité. Première chose. Deuxième chose, je suis entièrement d'accord avec la force du podcast du fait, je prends mon temps. Et là, ça fait quoi? Ça fait 2h20 qu'on enregistre entre le premier épisode et celui-là. Sur Instagram, tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire, venez, on se pose. Les gens ont décroché. Les gens ont déjà scrollé, ils sont passés au réel d'après. C'est sûr. Quoi. Alors qu'ils auront loupé tellement de trucs. Et sur l'épisode qu'il y a dans ton podcast, je raconte ma première et dernière bagarre.
sur Elle est Instagram, très j'ai un drôle petit d'ailleurs. truc. C'est pas vraiment une bagarre hein, quand même. Si, si, eh oh. Devine. Et oh, quand même, c'est une bagarre. Ok, c'est une bagarre. Mais voilà, mais quels sont tes conseils, toi, en tant que podcasteur, pour que quelqu'un qui écoute ton podcast, un de tes auditeurs, progresse en triathlon? Comment il doit l'écouter? Comme il veut. Moi, je l'ai vu comme tu peux piquer un peu n'importe quel. Puis il a évolué là, parce que j'ai fini mon Ironman. J'ai vu pendant toute la prépa, au début, je voulais le faire un peu comme Mathieu Blanchard quand il a fait Dans mon bain et qu'il a partagé son UTMB. C'était un peu ça l'idée. C'était clairement de faire la même chose. Et je me suis dit, putain, mais en fait, j'aime bien l'exercice, je kiffe. C'est cool. Et donc, je vais plutôt interviewer. Enfin, interviewer, je suis pas journaliste, donc c'est pas les interviews, mais discuter avec d'autres gens, voir d'autres scopes, essayer de démonter un peu tous les mythes qu'il y a sur le triathlon. Il y a beaucoup de mythes. Il y a le mythe de en vélo, il faut rouler à 30 km/h, sinon t'es pas un vrai cycliste. Il faut absolument maîtriser la course à pied, ou quand tu nages, il faut être en dessous des 2 minutes au 100 mètres. Il y a beaucoup de stats dans le triathlon, beaucoup d'idées reçues ou préconçues qui empêchent les gens de se lancer. Et le propos, il est toujours le même, mais c'est un peu le même que le tien, c'est allez-y, tentez, faites-le. On s'en fout que ce soit bien fait, on s'en fout que ce soit raté. Tu vas pouvoir rater, mais si t'as raté, t'as au moins essayé. Si tu rates pas, tu peux pas essayer. D'ailleurs, c'est je crois que c'est Bill Gates qui dit ça, mais c'est un multimilliardaire qui dit ça. Il dit avant d'avoir des trucs qui m'ont rendu multimilliardaire, j'ai dû échouer 200 fois à peu près. J'ai racheté des boîtes qu'on crachait, j'ai fait des burn-out, j'ai fait des échecs à tout va, et c'est tous ces échecs-là qui m'ont fortifié et amené là où j'en suis aujourd'hui. Pour moi, les échecs font partie du chemin. Faut pas en avoir peur. Faut plutôt les prendre comme ah ok, ça veut dire que ce chemin, cet endroit-là, c'est pas trop pour moi. Il faut que je rechange quelque chose. Ne pas les prendre en considération et ne pas en faire quelque chose de positif, là, c'est une erreur. De se dire bah non, j'ai raté, réessayer la même chose bêtement et faire full DNF à la suite, c'est pas zinzin. C'est qu'il faut creuser. Il y a quelque chose qu'il y a derrière souvent, et c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, quel levier je peux actionner pour pouvoir avancer. Et de toute façon, c'est toujours le même thème. C'est si tu as envie, tu vas écouter plus d'épisodes et du coup, tu vas apprendre plus et les écouter avec de l'intention C'est et ça. mettre une raison là-dedans, un objectif, de ne pas le faire bêtement. Et moi, je trouve que c'est la force du podcast qu'il n'y a pas forcément dans les autres. C'est que déjà, tu es un peu plus dans ta bulle si tu fais que l'écouter plutôt que si tu regardes qu'en même temps tu scrolls et tout, T'es etc. souvent pas interrompu, ouais. Il y a un truc où t'es concentré dessus. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est complémentaire, que quelqu'un qui est accompagné peut regarder tes podcasts, ou c'est deux philosophies complètement différentes? Non, en fait, pour moi, c'est ce que je te disais sur les portes d'entrée. Pour moi, c'est vraiment des portes d'entrée de chez Casto. Et en fait, tu choisis juste la porte que tu préfères. C'est-à-dire qu'il y en a qui préfèrent quand c'est en ferraille, bariolé, un peu stylisé, travail d'artisan. Puis il y en a qui préfèrent la bonne vieille porte facile. Il y en a qui préfèrent la coulissante. C'est OK. Et vous avez le droit de préférer vos goûts. Il y en a qui vont préférer le podcast. Et c'est marrant parce que j'ai pas du tout la même communauté sur le podcast que sur Instagram, par exemple. C'est pas du tout le même type de personnes qui me suivent. Alors, il y en a quelques-uns que je retrouve de l'un à l'autre. Mais ils me suivent pas pour la même chose. Sur Insta, c'est plutôt du fun, du côté sportif, rigolo, fun ou détente, pas prise de tête, apéro, etc. C'est plus on est dans l'instantané quasiment du sport. C'est des moments de vie, c'est des petits trucs pris un peu, piqués un peu à droite à gauche. Et il y en a, ils ont besoin de ça pour se lancer dans le sport et pour se dire, ok, ça permet aussi de me définir en tant que coach parce que je suis persuadé qu'on peut faire un travail sérieux sans se prendre au sérieux. Et c'est ce que je défends. J'ai horreur des mecs qui froncent les sourcils, qui ont une pile de documents sous le bras, des taches d'encre sur les doigts, ils sont au téléphone, ils sont non, je suis occupé, j'ai une réunion, mais tu les vois jamais rien faire. Les mecs ont jamais rien fait, mais critiquent tout le monde. Et ont des avis tranchés sur tout. Et en fait, moi, ça me reste statique, si tu veux, si ça t'éclate. Moi, j'aime bien proposer, tenter et faire des trucs. Et j'aime bien ce côté pour moi, c'est pas, le sport a pas besoin d'être prise de tête. On peut le faire très sérieusement, mais pas oublier qu'on le fait pour s'amuser, pour s'évader, et que moi je kiffe courir, je kiffe progresser, performer, essayer de me dépasser moi-même, me surpasser, mais à mon échelle. Je sais très bien que je vaux pas à moins de 3 heures sur marathon, et je suis hyper ok avec ça. Je me cherche même pas, je pourrais m'énerver en 3-4 ans à l'atteindre, mais je ferais tellement que ça va me saouler. Je préfère, on en discutait, faire de l'Irox, faire de l'Ironman, faire de l'Ultra Trail, revenir sur du 10K, et toucher un peu à tout et varier. C'est cette variation-là qui m'éclate, globalement. Mais c'est tout à fait ça. Tu vois, quand j'ai fait ma prépa pour le trail, tu sais, au début, j'avais le plan en mode, ben, j'ai tant de sorties, j'ai tant de renfos, j'ai telle alimentation. Et très vite, je dis, attends, là, tu vas droit dans le mur.
Donc remets l'apéro, enlève une sortie renfo parce que la renfo, tu le tiens pas. Donc plutôt que d'en faire Ouais, 3 et de t'écœurer, c'est ça. fais-en qu'une et puis gère. Et peut-être que tu vas progresser moins vite, mais comme tu vas progresser plus longtemps, C'est ça, tu prendras pas d'arrêt à cause de blessures ou tu t'arrêteras pas à cause de démotivation. Et c'est pareil, la démotivation, moi j'en vois trop qui se forcent à prendre des plans et qui se démotivent, ou pire, qui ont des objectifs qui ne sont pas les leurs. Qui se fixent des objectifs parce ils ont vu sur les réseaux que c'était marrant. Par exemple, là, il y a Clem qui court en ultra trail qui fait parler de lui sur les réseaux de fou. Il a une super com, il est il est trop fort. absolument hyper drôle. Il a tout niqué sur la com et bravo parce qu'il en a mis partout et il prend ce qu'il y a à prendre, donc c'est trop bien. Respect pour ce travail-là. Mais du coup, il banalise l'ultra trail. Il y a un côté de tu le vois faire des 100 miles facilement et il se marre et à chaque ravito, il est en train de faire des conneries. Mais tout ça, c'est préparé, c'est bossé. Et toi, quand tu fais un 100 miles et que tu te retrouves sur le ravito, t'as aucune envie de faire une connerie. T'as qu'une envie, c'est soit de vomir, soit de te chier dessus, et soit d'appeler ta mère et de pleurer. Globalement, c'est à peu près maximum ce qui va se passer. Ça peut bien, évidemment, bien se passer, c'est ça qu'on kiffe, mais il y a ce truc-là où c'est peut-être pas ton objectif. Et c'est ok. En triathlon, on a tendance à dire, il faut faire un Ironman. Si tu fais un S, on va te dire, quand est-ce que tu fais un M? Quand tu fais un 10K, on va te dire, quand est-ce que tu fais un SMI? J'imagine que c'est pareil en natation, quand tu fais un, je sais même pas ce qu'il y a en natation, tellement c'est loin de chez moi, mais quand tu débutes, on te dit toujours, va un peu plus loin. Ah bah oui. Mais, euh, mais je rebondis sur une phrase que tu as dit. Ce côté, je me demande si quand on fait des sports d'endurance ou d'ultra-endurance, on cherche pas ce moment où ça va pas, tu sais, pour le surmonter. Oui, ce Je moment sais que, d'inconfort. ouais, moi j'ai fait le 70 km, il y a un moment, dernier ravito, je me lève pour partir, tout va bien. Je suis frais, je suis trop content. J'essaye d'accrocher mon sac, j'arrive pas à mettre l'élastique et j'explose en sanglots. Et j'ai couru 5 km en chialant, parce que j'étais au Ouais. bout de ma vie, je voulais. Mais c'est ce moment qui fait que je suis content d'avoir fait le 70. Je me demande si Ouais, on mais cherche pas ça. En fait, si, ça fait partie, parce que tu es tellement loin dans ta zone de confort et c'est tellement violent à ce moment-là ce que tu prends, que c'est ce qui fait les meilleurs souvenirs aussi. C'est ce qui fait derrière, mais quand tu y es, c'est pas du tout un souvenir, hein, t'es pas, quand t'as le nez dedans, c'est juste un enfer. Mais derrière, c'est ce qui fait tes meilleurs souvenirs. Mais le propos, c'est pas est-ce que le souvenir va être cool, est-ce que tu vas sortir de ta zone de confort, parce que tu peux te faire mal et chercher l'inconfort sur un 10 bornes. Si tu vaux 40 minutes sur 10 bornes, entraîne-toi, vise 35 et fais année après année jusqu'à atteindre les 35. Tu vas te faire mal, tu vas te dépasser, ce sera inconfortable, tu vas aller courir sous la pluie, dans le vent, dans le froid, et va falloir faire l'entraînement. Mais ce que je veux dire, c'est que t'es pas obligé de l'avoir sur un ultra, tu peux rester sur 10 bornes et maîtriser complètement le 10 bornes, quitte à continuer d'essayer de baisser ton chrono. C'est aussi dur, entre guillemets, que de faire n'importe quoi et d'essayer d'atteindre un 100 miles, parce qu'on t'a dit, c'est le 100 miles qui est à la mode, et il faut aller sur un 100 miles ou sur un 100 km en trail. Et tu leur demandes pourquoi tu fais ça. De base, j'aimais courir, mais je fais un marathon. Et après le marathon, on m'a dit, passe en trail et fais du 80, inscris-toi à la Saint-Élion. Après, on m'a dit, fais un 100 bornes. Bon, essaye de faire un 100 miles. Au club, on m'a dit ça. Mais le mec, t'es en mode, tu t'es perdu. Pourquoi tu cours? Qu'est-ce que t'aimes, toi? Moi, j'aime bien les SMI. Ah oui, on est un peu loin là, tu vois, par exemple. Et c'est ce truc-là, connecté un peu comme tu disais à son why et à voir son pourquoi. Pareil, quand on en discutait sur mon épisode tout à l'heure, sur pourquoi je franchis les portes, qu'est-ce que je cherche, pourquoi est-ce que j'y vais. Moi, je vais nager pour la pratique du triathlon. C'est pas pour être nageur. Je suis pas nageur, j'ai pas envie d'être nageur. Ça m'intéresse pas d'être nageur. Je nage parce que je veux faire du triathlon. C'est ça la différence. Et pour moi, c'est une différence qui est colossale. Et j'en profite pour faire une de mes questions classiques. Et tu t'y attends parce que je t'en ai parlé, je l'ai Ah, teasé celle-là un tout à petit peu l'heure. dans ton épisode. Est-ce que toi, à l'heure actuelle, tu te considères comme nageur? A priori, non. Si, je me suis, en Ah, fait, moi, c'est marrant, j'ai jamais, en fait, les on-dit, je m'en fous. Du coup, je me suis considéré comme nageur à partir du moment où je nageais. Mais tout bêtement, je me suis considéré comme triathlète à partir du moment où dans ma semaine, il y avait 3 sports. Je me suis considéré comme coureur à partir du moment où je courais. Point barre. Aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est très basique. On pourrait étoffer, discuter de oui, mais quand t'es coureur et que tu cours que 5 minutes, est-ce que ça fait de toi un coureur? J'ai pas la réponse. Qui suis-je pour amener une réponse à ça? Moi, ça dépend de comment tu te perçois et comment tu as envie de te percevoir et qui t'es pour. C'est pas parce que toi tu fais 4 heures, GG Wellplay, tu fais 4 heures. Aujourd'hui, je fais les ultras, je peux courir 20 heures, 30 heures, 40 heures en montagne. Est-ce que je rabaisserais les mecs qui font qu'une heure ou 2 heures en disant, pas un vrai coureur, c'est minimum 10 heures, c'est un peu facile 1 heure.
Ça me viendrait même pas à l'idée, je ne comprends même pas ce débat-là. C'est, bah, viens, on va courir 1 heure. Moi, si j'ai envie, je continue 1 heure derrière et puis on se retrouve pour boire une bière après. Et on s'est tous les deux régalés, on s'est tous les deux dépassés et c'est trop bien. On a bien compris que la bière À l'apéro. était un élément important. Mais c'est là où la question, elle est intéressante, je pense, si elle est posée en mode quand est-ce que toi, tu te considères nageur, triathlète, et qu'à aucun moment, il faut se poser à partir de quand on le devient. Et tu t'es considéré triathlète quand tu avais marqué pour la première fois, tiens, la semaine prochaine, j'ai 3 entraînements, je nage, je cours et je fais du Bah, vélo, du ou coup, je c'est suis devenu après un triathlète quand je suis certain... devenu nageur. Je suis devenu triathlète quand je suis devenu nageur. Au même D'accord. moment, c'était un tout. Mais parce qu'en fait, je définis pas ça comme un statut. En fait, c'est pas, pour moi, c'est un non-sujet dans le sens où c'est pas ça qui est important. Tu vois, c'est pas savoir si je suis triathlète, si je suis nageur, si je suis coureur qui est important. C'est est-ce que je prends du plaisir à le faire? C'est plutôt ce truc-là. Parce que ça, du coup, ça génère un espèce de, il y en a qui vont se mettre des freins de, bah non, je suis pas triathlète. Et ça va les freiner, ça va induire du négatif et ça va induire du discours interne pour eux négatif ou de la limitation. Ils vont pas oser se lancer des défis parce qu'ils vont se dire, et ça j'en ai plein en coaching et c'est souvent des athlètes féminines d'ailleurs, parce qu'il y a en plus une omerta sur les femmes, sur la capacité des femmes, mais c'est encore un autre débat qu'on pourrait, on pourrait ouvrir la porte là-dessus. C'est d'autant plus compliqué parce qu'elles ont plus de mal à croire en elles et à se persuader à être intimement persuadées qu'elles peuvent le faire. Et se définir comme coureuse, comme athlète, comme marathonienne, comme triathlète, tu peux aller sur tous les scopes là-dessus. Elles ont plus de mal là où un mec a plutôt tendance à dire bah ouais je le fais, je suis, c'est un peu entre guillemets, ça dépend après des caractères et de tout à chacun, mais moi je milite pour que si t'as envie de le faire, fais-le, on s'en fout du nom que t'y mets, c'est si ça t'intéresse, fais-le. Tu vois, ça s'arrête là, tu vois la diff ou pas? Ouais, ouais, je vois la diff. Mais moi, je pose cette question justement parce que t'en as qui se disent qu'ils ne le sont pas, alors que c'est Oui, pour essayer de montrer que tout le monde l'est en c'est ça. fonction de sa vision à lui. En fait, Et moi, c'est plus que tu l'es jamais. Enfin, si on est factuel, je suis ni coureur, ni trailer, ni nageur, et pour autant je le suis. Et du coup, c'est plus que la question, elle est induite du fait que de ma pratique, mais que c'est pas une question qui devrait exister dans le sens où on n'est pas nageur. Genre, enfin, c'est quoi être nageur? C'est nager. Donc, à partir du moment où tu es dans un bassin, tu es nageur, parce que le verbe nager en lui-même, c'est de la nage. Point barre. C'est un non-sens comme question. dès que tu es ridicule avec un slip de bain, c'est Oui, bon. voilà, c'est C'est- ça. Dès que t'as mal aux yeux avec tes lunettes et que tu gardes la trace après pour les réunions de 14 heures à la pause midi, c'est bon, t'es nageur. Alors, moi, je nage sans lunettes, donc j'ai pas cette trace-là. Par contre, j'ai les yeux rouges à tel Explosé. point qu'en sortant d'un entraînement de water polo, j'étais arrêté par les flics qui pensaient que j'étais de T'avais fond. fumé. J'étais obligé de montrer le maillot de bain où il est marqué water polo, qu'il était mouillé, en mode non, mais je sors de la piscine. Je suis fatigué, là, je vais aller manger, les potes. Une autre corde à ton arc, mais je pense qu'on peut dire que tu es le Guillaume Tell du triathlon. C'est, C'est gentil, je prends. c'est tu vas sortir un livre. Oui, en préco, alors il est au stade de projet. Disons qu'il est à 20%, il est fait à 20%. Mais effectivement, ça reste une autre porte que j'avais envie d'ouvrir et que j'avais envie d'explorer. Alors ça, c'est plus un défi perso, parce que je sais que certains lisent et passent au lieu du podcast, au lieu d'Instagram, au lieu du coaching, certains passent par la lecture et j'avais pas ça. Et à savoir que je suis dyslexique de base et que l'orthographe, le français, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Et j'aime bien les défis. Et là, on arrivait à la fin d'un cycle où bah, j'ai lancé mon entreprise, j'ai eu mon diplôme d'ingé, j'ai fait un Ironman, j'ai fait un ultra trail. Et j'avais besoin d'un nouveau défi, un nouveau truc un peu loin, inconfortable, qui change un peu. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Écrire un livre, ça me semble... putain, si moi j'ai un livre sur une étagère un jour, ça me paraît impossible. Et du coup, j'aime bien. Ça me hype un peu de... Tu Ah, ça m'étonnes. paraît impossible. Ok, comment on s'y attelle? Par quoi on commence? Comment est-ce que je débute? Et je me suis dit, bah évidemment, je vais faire un livre sur le triathlon. J'ai trouvé une maison d'édition qui a décidé de me faire confiance. On est dans la phase des précos. Il faut que j'atteigne 150 précommandes pour pouvoir que le livre voit le jour et soit édité derrière, parce que la maison d'édition, elle fait pas ça gracieusement. Et évidemment qu'il y a du financier et de l'intérêt derrière aussi. Donc oui, il y a un livre sur le triathlon, sur mon parcours, et moi je l'ai pensé comme et mon histoire sur l'Ironman. Je veux que ce soit un peu un melting pot de tout. Il y a mon histoire sur l'Ironman à moi perso, mon aventure perso. Il y a des anecdotes des athlètes que j'ai coachés de tout niveau, que ce soit sur débutants, sur confirmés, sur des inscriptions à Hawaï, à Kona.
Et il y a du conseil sur comment, par exemple, nager. Et je l'ai structuré comme un triathlon. Il y a le pré-triathlon, il y a la natation, le matin, la natation, la transition 1, le vélo, la transition 2, la course à pied, le après, le off, parce que c'est pareil, après des Ironman, par exemple, il y a des gros burn-out sportifs. Quand tu fais des gros objectifs sportifs, après, tu peux retomber, la hype peut retomber. Et c'est compliqué à gérer. Et c'est vrai, je l'ai d'ailleurs abordé dans un sujet de podcast sur mon podcast. Il y a un vrai burn-out du sportif. Ça existe, c'est mesuré, c'est scientifique, c'est avéré. C'est pas juste toi qui vas pas bien 3 semaines après ton objectif qui te maintient en vie depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est juste complètement normal et il faut réussir à rebondir là-dessus. Donc voilà ce que j'ai voulu mettre dedans. En gros, il est pour qui? Et si le triathlon t'intéresse, si tu veux des conseils ou si tu veux du storytelling, ou de l'histoire ou t'identifier à quelqu'un, j'essaye de mettre un peu tout ça dedans. Ça, c'est le projet. Maintenant, je compte sur vous. J'imagine que tu mets le lien dans la description. Alors, je voulais le mettre, évidemment que je le mette, surtout que s'il sort, tu m'envoies un exemplaire. Donc, Évidemment. Tu auras un exemplaire j'ai s'il intérêt vient à à ce qu'il sortir en mars. Non, mais on va continuer d'en parler si tu veux bien, mais en tant que lecteur, comment ça peut... Alors, moi, je suis persuadé que c'est le cas, mais comment on peut progresser en natation ou en triathlon en lisant un livre? Parce que c'est vachement plus visuel. Là où quand on discute, on a un souci sur le podcast, c'est d'exprimer clairement un exercice. On l'a eu tout à l'heure je pense que tu l'as sur chaque épisode, c'est tellement technique la natation qu'elle expliquer concrètement ce que font les doigts, le poignet, l'angle de tes hanches, la respiration, où doit porter le regard. Alors qu'avec un schéma, tu mets un bonhomme horizontal, 2 flèches, t'as compris ce qu'il fallait faire globalement. Et du coup, c'est vachement plus facile pour l'aspect technique, tu peux un peu plus aborder en détail. Et pareil, on rejoint ce que n'a pas Instagram, c'est que tu peux aller plus en détail, tu peux creuser un petit peu plus, tu peux être plus pertinent, à mon sens, sur le conseil que t'apportes. Oui, puis je pense que le lecteur il est aussi plus focus, parce Ouais. que tu as moins d'harcèlement dans tous les sens, de pub, de autre C'est chose. ça, c'est un moment où t'es posé. Généralement, tu bois une tisane, t'es au coin du feu ou pas, ou t'es dehors au soleil ou peu importe, mais t'es posé. C'est le soir, tu lis ton bouquin. Et moi, je lis beaucoup le matin avec mon café du matin. Je me fais toujours une petite lecture, apprentissage plutôt. Et j'aime bien ce moment et je prends 15-20 minutes pour lire quelque chose, par exemple de la nutrition, de la prépa mentale, du renforcement musculaire. J'ai pas mal de bouquins là-dessus. Et je trouve ça cool de le lire et c'est différent de le lire parce que t'es posé, t'es concentré et t'enregistres vraiment ce qui se passe. C'est la grosse habitude que j'ai pris en 2025, c'est que je lis 2 fois par jour. Le matin, un truc d'apprentissage comme toi, et puis Et le le soir, soir, par du contre, fun. plus du fiction, et puis de... Ouais. Moi, je lis One Piece, ça se voit derrière d'ailleurs. Ah ouais. J'adore One Piece. One Piece, j'ai voulu m'y mettre, et j'ai vu combien il y avait de tomes, j'ai dit, allez, c'est bon. Faut se lancer, c'est trop cool. C'est comme tout, faut débuter par le premier et tu vas te laisser porter par l'histoire. Et ben, ça marche. Je tenterai ça. Je suis curieux, on va s'écarter un petit peu du sujet, mais je suis curieux de comment on écrit un livre. Parce que c'est dans un de mes objectifs, j'ai plein d'objectifs Ouais. à moyen terme, et forcément, j'ai lu tellement de livres sur la natation où je me suis dit n'importe quoi, que moi c'est ma mentalité, plutôt que de dire c'est nul, ben fais-le, Est-ce et que je ouais, peux proposer, voilà. moi, et tu te rends compte qu'il y a des leviers et tu comprends pourquoi ils ont fait ça après, et t'es en mode, bon, pas si n'importe quoi, en fait, ça va. Mais j'ai envie de te dire, avec un clavier, un Word et beaucoup de patience, hein, globalement, c'est là où c'est très compliqué, c'est que c'est des heures posées à réfléchir, il y a beaucoup de rien. Il y a beaucoup de... Tu peux pas... quand t'as rien qui sort. Et du coup, au début, en tout cas, il y a énormément de brainstorm tout seul ou avec des potes. Ou moi, ma femme m'a énormément servi là-dessus, où on en discute. Elle est pratiquante de triathlon aussi. Et elle a fait l'Ironman avec moi. D'ailleurs, elle m'a battu dessus. Elle me met un quart d'heure dessus. C'est ma plus grande fierté. Et ça fait partie des discussions qu'on a eues sur qu'est-ce que t'aimerais lire, qu'est-ce que t'aimerais retrouver dedans, comment on peut le structurer, etc. Parce que j'ai besoin de discuter pour brainstormer. C'est pour ça que j'aime bien le podcast. Parce que j'aime bien l'échange et la discussion. Et c'est Et pour tout ça que seul, j'ai dû... c'est pour ça que t'aimes bien la bière aussi, je suppose, que Oui, en c'est des termes de... moments conviviaux, on peut papoter, on refait le monde et on a des avis politiques tranchés nuls, sans aucun fondement, et c'est très bien. Du coup, c'est ça que j'aime bien, et c'était là où l'effort était dur, c'est qu'il fallait vraiment se concentrer et accepter d'écrire des pages et de les jeter, et qu'il n'y avait rien dans cette page-là, et je trouve ça intéressant parce que c'est le process qui est intéressant. Enfin, le process en lui-même, c'est
essayer de trouver un axe, trouver un angle, c'est le plus long. De quoi tu veux que ton livre parle? Là, ce que j'ai résumé de quoi il va parler, c'est déjà 2 mois et demi de travail, de réflexion, ok, je vais en arriver là, je vais l'aborder de cet angle-là, je vais parler à la première personne, je vais essayer de mettre dedans, est-ce que je mets du conseil, est-ce que je fais que du narratif, est-ce que je décide de tout mettre, comment je le structure, comment je construis les chapitres, comment je veux renvoyer, et t'as plein de possibilités, et ça dépend de ton caractère, ça dépend de ce que t'as envie, etc. Et là-dessus, la maison d'édition est top parce qu'ils m'aident vachement aussi. Donc c'est des allers-retours, parce qu'il y a des trucs que t'as le droit de faire, pas le droit de faire. Tu vois, moi je voulais l'appeler mon premier Iron Man. Ben, je me suis rendu compte qu'on n'a pas les droits Iron Man Bah ouais. et que la maison d'édition m'a dit bah non 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 on va l'appeler autrement. D'accord, bah je vais l'appeler Tenir mon premier triathlon XL. Parce que ça me plaisait et que j'aime bien cette idée. Tenir le titre, pareil, ça a été des va-et-vient de discussion. Est-ce que je l'appelle mon premier triathlon XL? Est-ce que je l'appelle triathlon, débuter en triathlon? Est-ce que je l'appelle mon premier full? Est-ce que je mets un mot fort? Et en fait, tenir, c'est vraiment le truc qui... Je rêvais depuis que j'ai 8 ans de faire un Ironman. J'ai jamais lâché le projet. De temps en temps, il a varié, de temps en temps, il partait, de temps en temps, il revenait. Ça a toujours été une tâche de fond qui tournait, mais qui a toujours été là. Toujours une application sur ton bureau qui est là, de temps en temps, tu l'ouvres pas, tu l'utilises pas, mais elle est toujours là. Et c'est vraiment ce truc-là, et c'est tenir dans le sens pareil pour la prépa sur un Ironman, faut tenir. C'est un truc, il faut le vivre pour comprendre ce qu'est une prépa Ironman. C'est l'une des plus dures qui existent, à mon sens, dans les pratiques de sport d'endurance, d'ultra-endurance. Comme il y a 3 sports à très haut niveau, à très haut volume, à caler dans une semaine avec la vie perso, la vie pro à côté, faut être accroché. Et encore, moi j'ai la chance que ce soit mon boulot et de pas avoir d'enfants. C'est un peu plus facile. Quand derrière t'as un boulot en 60 heures et que t'as 2 ou 3 gosses à la maison et une femme, c'est très compliqué. Et ça c'est pareil, j'ai envie de l'aborder parce que ça fait partie de la vie des triathlètes. La stat c'est que tous les ans, j'ai un divorce ou une séparation. C'est pas à cause du triathlon, c'est Et souvent que puis ça c'est va pas pas toi. bien. Non, c'est pas moi. Rassure-nous, c'est pas toi C'est qui pas moi, divorce moi chaque j'essaye de année. le prendre en compte, mais c'est que dans la prépa d'un Ironman, tu mets tellement de temps à aller rouler que par exemple le samedi, quand tu pars à 6 heures et que tu rentres à 17 heures ou 18 heures, t'as pas fait les courses, t'as pas fait le ménage, tu t'es pas occupé des enfants, tu comptes sur ton conjoint ou ta conjointe pour le faire. Et c'est une aventure qui se vit à deux à ce titre-là. Et il y en a qui le sous-estiment grandement, qui se disent bah non, c'est juste moi, je vais aller rouler. Ouais, va rouler, va rouler, va y avoir des embrouilles. À un moment, ça tient 2 semaines. Là, on parle de 6 mois de prépa. Au bout de 6 mois, tu te tires une balle. En tant que conjoint, tu te tires une balle à tout gérer tout seul. D'ailleurs, on parle d'embrouille. Est-ce que dans vos embrouilles de couple, le fait qu'elle t'ait battu d'un quart d'heure, ça ressort un petit peu en mode un petit taquet par là? Ou elle est Oui, fair play là-dessus? évidemment. Évidemment, elle aime bien m'en remettre, me le rappeler très régulièrement. Me dire, mais je te rappelle que je t'ai battu sur Ironman, donc tu vas, surtout sur les jogs, quand je suis un peu en difficulté, elle fait, bah c'est normal, je te bats sur Ironman. Parce que les jogs, bah, ça dépend des jours. Il y a des jours, t'es pas dedans et Ouais. t'as pas envie. Mais oui, on se taquine là-dessus. Après, moi, je suis fier d'elle et je suis hyper OK avec le fait que il y a 15%, 20% de mon ego qui a eu mal. Forcément, j'ai aussi un ego de sportif, je me suis un peu plus entraîné qu'elle, c'est mon boulot. Ça fait suer. Il y a une part de ouais, je vais pas mentir non plus. Ça fait suer, je suis pas à 100%. Dans la nuance, le 100%, je suis pas à 100%, j'ai le seum ou 100%, je suis content. Il y a du 15-20% qui se balade de ah, j'aurais bien aimé arriver devant quand même. Je sais que je suis un peu plus rapide qu'elle, je nage mieux qu'elle, je roule mieux qu'elle. Elle m'a eu sur le marathon parce que j'ai eu de gros problèmes gastriques. Bon, bah c'est le jeu. Est-ce que je suis meilleur dans les faits, dans ma tête? Oui, dans les faits, non. Elle est meilleure parce qu'elle m'a battu. Et sur le seul truc que j'ai eu, quand elle m'a doublé sur l'Ironman, moi j'avais les larmes aux yeux. J'étais en mode putain, elle est trop forte. J'étais impressionné et subjugué par sa force de wow, elle est là quoi. Elle me bat, elle me rattrape. On est parti exactement en même temps et là je la vois me rattraper. Je suis en mode putain, elle est en train de le faire, elle est en train de me battre, mais juste trop forte en fait. C'est zinzin. Et c'est ce truc-là de je m'en fous parce que c'était plus beau ce qu'elle a fait. Et du coup, pareil, j'en parlerai dans le livre et il y a un épisode de podcast où je l'interview en entier qui va sortir, qui arrive, qui est dans les tuyaux où on en parle énormément et on a cette relation assez. La perf, on s'en fout parce que la perf est personnelle. C'est ce que toi t'y mets derrière la performance, c'est que ça. Et ça rejoint le débat de l'humain et de ce que tu veux foutre dedans. Euh, Ça fait plusieurs fois que tu parles de ta maison d'édition. T'as pas dit son nom. Je sais pas si. C'est Dashbook, c'est une maison d'édition autonome, indépendante on dit. C'est ça les termes. Je me familiarise encore. On est toujours en phase projet. Donc c'est indépendante. En gros, leur business model, c'est les maisons d'édition de base, c'est écrit ton bouquin
et ensuite elles essayent de le vendre ou elles acceptent ou pas une fois que c'est écrit. Là, l'idée, c'est d'en faire un échantillon, de voir si ça se vend, et si ça se vend, plus ça se vend en précommande, plus derrière tu as un levier intéressant avec la maison à pouvoir dire regardez, j'ai vendu en précommande, j'ai vendu 150 préco, j'ai atteint, c'est le palier minimum pour être édité, mais après tu as différents paliers derrière où tu négocies ta rémunération, le pourcentage de rémunération que tu as, le nombre d'exemplaires qui éditent, le nombre de fournisseurs à qui tu peux l'éditer aussi. C'est quoi le nom, les fournisseurs Amazon, Fnac, etc. Le nombre de Distributeur. boutiques, c'est ça, de distributeurs, pardon, que je cherchais le mot, de distributeurs auxquels tu vas être affilié, et plus t'en vends, c'est comme tout, plus t'es connu, plus t'es vendu, plus t'es connu, et c'est un cercle vertueux quasi infini. Donc c'est l'étape des précommandes est hyper importante. Donc forcément, le lien est en description. C'est bientôt Noël. Ça serait Pensez-y, il sera pas parfait. sous le sapin, mais vous ferez une bonne action. Mais c'est encore plus fort peut-être d'offrir un mode, c'est pas encore sorti, c'est voilà, c'est un T'offres futur un grand projet, écrivain. Donc c'est ça. non seulement tu as un livre, mais en plus tu soutiens une personne. Donc c'est très bien, mais ça revient, alors c'était pas du tout prévu, mais ça revient avec le thème principal qui est l'accompagnement. C'est un certain type d'accompagnement que tu as eu avec cette maison d'édition. Comment tu t'es retrouvé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, là-dessus au début, j'avais du mal, mais c'est un peu comme avec la notion des clubs, mais c'est très propre à moi et à mon caractère. C'est que je suis très compliqué à suivre dans le sens où je pars comme je mets pas de barrière, ça peut partir dans tous les sens. Et comme j'ai envie de tester un truc, je vais tester un truc, je vais le faire et on verra après si ça marche. J'intellectualise pas avant pour me dire, bah, je vais faire ça comme ci, comme ça, comme ça. Et quand je me lance, bah, tout est bien fait. C'est plutôt je fais, quitte à perdre un peu d'énergie parce que j'ai cette énergie-là. Et on voit derrière comment j'affine et du coup, ça a été dur de travailler avec des gens. Ça a été un exercice de travailler vraiment avec des gens et de devoir écouter. Après, j'étais dans la position d'apprenant. Donc, je me suis mis dans la position d'apprenant c'est eux la maison d'édition, ils ont l'habitude d'accompagner, ils ont l'habitude de... C'est comme quand je vais sur le bord du bassin et que je parle avec un maître nageur, il sait mieux que moi. Il a plus de il a vu plus de, il passe sa journée à regarder des gens nager. Donc nécessairement, il a plus de skills que moi, qui suis derrière mon PC. Du coup, j'écoute ce qu'il me dit, parce que forcément, il a quelque chose à m'apprendre. Mais ça, c'est, à partir du moment où je discute, je pense, dans la position avec les gens, on a tous quelque chose à s'apprendre. Et il n'y a pas de hiérarchie, enfin, c'est ça qui est intéressant et qui est cool. Du coup, je me suis mis dans cette position d'apprenant et j'ai été guidé. Ils m'ont dit, bah voilà, faire ça, les rendus, c'est telle date. Là, il nous faut, par exemple, 20 pages. Et ils me donnaient la date et ils faisaient des petits rappels de t'en es où, ça avance, ce que tu veux. Et je leur envoyais les 3-4 pages que j'avais, ça part bien. Et au début, ils m'ont mis des taquets, hein. Là, au début, ils m'ont dit, bon, ils me l'ont pas dit comme ça parce qu'ils sont très, on est dans le monde de l'entreprise et que c'est politiquement correct, mais ils m'ont dit c'est de la merde. Et j'étais en mode, ouais, bon, ok, d'accord, ça va, c'est les 3 premières pages que j'écris, c'est normal, ok. Tout est ok là-dessus. Ça fait partie du projet. mais c'est bien parce que on est sur la natation adulte, sur des gens qui reprennent l'entraînement, qui reprennent la pédagogie. Et toi-même, tu as dit que c'était pas facile de se remettre dans le rôle d'apprenant. Quel conseil t'aurais à donner à des gens qui reprennent ce rôle à des années, des dizaines d'années après leur dernière position d'apprenant? De réussir à l'accepter. Je trouve que c'est souvent le plus dur, c'est qu'on a tendance à se dire, et plus on avance en âge, ça je me rends compte, alors j'ai que 30 ans, mais je me rends compte que du haut de mes 30 ans, j'apprenais mieux et j'ai eu plus de facilité à me lancer en triathlon parce que j'étais encore à l'école, et du coup il y avait un rôle où bah, toute la journée on m'apprend des trucs, et du coup c'était hyper naturel et ok d'apprendre des trucs, et peu importe ce que t'apprenais vachement plus vite et que petit à petit dans ta vie, tu te spécialises, tu deviens un peu plus pointu dans ce que tu fais, tu as les compétences, t'acquiers de l'expérience et je trouve que les gens, de plus en plus tu vieillis, plus tu as du mal à accepter qu'on te remette en question sur les croyances que tu as ou sur tes connaissances. Et attention, je dis pas que tes connaissances sont bonnes ou pas bonnes. Juste que c'est toujours intéressant de discuter. Et les adultes avec lesquels j'ai le plus discuté et échangé, c'est ceux qui acceptent de comprendre qu'il y a potentiellement un autre point de vue. Que sa manière de faire est bonne, mais qu'il y a une autre manière de faire qui peut cohabiter et qui peut tout à fait exister. Et du coup, je dirais vraiment accepter cette idée qu'on peut faire autrement, qu'il n'y a pas qu'une manière de faire, il n'y a pas qu'un chemin pour atteindre l'objectif. Il y en a autant qu'il existe d'humains, comme on est tous différents, et d'accepter ce truc-là, c'est souvent le plus dur. J'ai été formateur de maître nageur. Et c'est le conseil que je donnais à tous les stagiaires, c'est de, quand ils voient un exercice qu'ils n'aiment pas, qu'ils comprennent pas, de pas dire c'est nul, mais de chercher le côté positif de cet exercice en se disant, si la personne le fait, c'est qu'il y a forcément un peu de positif quelque part. Si tu l'as pas, c'est que t'as pas encore compris, donc Oui. il faut que tu travailles, quoi. Mais cette position-là dont tu parles, elle est primordiale.
que ce soit l'âge d'accepter que l'autre sait et qu'il n'est pas forcément tort. Oui, mais tu rejoins généralement une, un type de personne ou un type de mentalité où les gens acceptent d'apprendre, de se challenger, de se remettre en question et de sortir de leur zone de confort. Peu importe ce que c'est, et peu importe la forme que ça prend, ça peut avoir 20 000 formes, ça peut être d'apprendre à nager à 50 ans, mais ça peut être d'apprendre la couture, ça peut être de se mettre au jazz ou à la guitare, ou ça peut être de se challenger dans un truc, de pas être sociable et d'essayer d'aller dans des groupes de discussion ou d'aller parler à son voisin. Je lui ai pas parlé depuis 20 ans, je suis hyper timide, vas-y, j'essaye d'aller parler et de forcer un café. Et c'est short de ma zone de confort, mais j'essaye, tu vois. C'est des trucs à la con, et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est ce truc-là il y a toujours un truc à apprendre. Dans le même scope, tu vois, cette année, je me suis mis au théâtre d'impro. Ça me fait peur, ça n'a rien à voir avec le sport, mais ça me challenge de ouf. Et j'apprends énormément de choses, je m'amuse, je m'éclate, et c'est challengeant parce que je me retrouve à nouveau dans cette position de j'arrive, il y en a, ils sont là depuis 10 ans, ils connaissent pas mal de ficelles de l'impro et du théâtre, et moi je suis là, ouais, moi le théâtre c'est c'est le Père Noël est une ordure à peu près, je facilite, mais tu vois, il y a ce truc-là. Et en fait, j'adore, je trouve que c'est hyper cool parce que t'en ressors toujours avec des billes et des trucs intéressantes. Alors, première chose, pour les auditeurs, là, il fait son malin en mettant de la culture. Dans l'épisode qu'on a tourné, il a confondu Jason Statham et Bruce Willis. Donc, C'est deux gros chauves musclés, ok, c'est pareil. donc, n'hésitez pas à aller écouter pour voir à quel point il s'est planté là-dessus. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, truc de ouf, c'est quand tu parlais justement de tester des choses et de chercher l'inconfort pour pouvoir progresser. Il y a quelques années, j'avais du mal en société, j'ai toujours du mal quand il y a trop de personnes, et je me suis inscrit dans le club d'impro de la ville où j'habitais. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à prendre confiance en moi et puis à être à l'aise à l'oral et tout. Donc j'ai un conseil à faire, plutôt deux. Premièrement, allez nager. Deuxièmement, inscrivez-vous en théâtre d'impro, c'est ouf. Lancez-vous, en fait, testez des trucs et au pire, vous ratez et ça fera quoi? Moi, c'est ce que je dis à mes athlètes quand ils ont peur de réussir un Ironman ou un ultra trail parce que ça fait peur quand t'arrives la veille de la course, t'as peur. Et si t'échoues, il se passe quoi? Pas grand-chose. Ta famille t'aime toujours, tes enfants t'aiment toujours, tu gardes le même taf, lundi tu seras la même personne au boulot, tu auras les mêmes compétences, tu vas raconter ton aventure du week-end, tout le monde va s'en foutre et va te dire ah waouh top et va passer à autre chose. Et c'est comme ça, c'est la vie et c'est trop bien, c'est trop cool. Donc faites-le pour vous amuser, pour découvrir, pour essayer, pour vous challenger. Mais lancez-vous, faites-le. C'est ça le message fort. Et ben justement, on va creuser ça. Est-ce que tu as souvenir d'une fois où tu t'es lancé et où c'était un échec complet? Ouais, il y en a beaucoup en fait. Oui. Je pourrais t'en citer beaucoup. Il y en a un qui m'a particulièrement marqué, qui m'a appris énormément. Sur le coup, c'était relou parce que j'ai investi de l'argent aussi. J'ai lancé une collection de cyclisme féminin. J'ai aussi fait ça. J'ai lancé des tenues féminines où, en gros, l'idée c'était un peu comme ce que fait Vilma actuellement. Et je l'ai lancé un an avant eux, mais pas avec les mêmes moyens. Et globalement, je me suis fait bouffer. Je me suis rendu compte de tout ce qui était. Donc j'étais avec un pote designer. Je me suis rendu compte de ce que c'était que de travailler à deux sur un projet, de devoir s'écouter, de devoir échanger des points de vue, d'accepter de pas aller au même rythme, de se mettre des deadlines, de se forcer à avancer, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, que la discussion et la communication est souvent très compliquée et que c'est souvent le frein numéro un. Que les initiatives que tu lances peuvent ne pas marcher et que c'est ok, il y a quand même des trucs à apprendre. J'ai appris à designer un produit, j'ai appris à démarcher des marques, j'ai appris à faire des campagnes mail, j'ai appris à la communication dessus parce qu'il fallait une communication professionnelle vachement plus lissée, où là moi sur Insta c'est ma com perso, je m'en fous entre guillemets, mais là c'était pour une marque où il fallait mettre une direction artistique derrière, fallait mettre des valeurs, fallait mettre ce qu'on voulait vendre, la force de la femme, la capacité de... On était passé via une fleur pour la capacité de... Malgré la météo, la fleur éclosait quand même. J'ai plus le nom de la fleur, c'était mon designer qui l'avait trouvé. Et c'était en gros une fleur qui fleurissait même en hiver, même quand il y avait du givre et du verglas, c'était la seule qui faisait ça. Et ça illustrait bien la force de la femme Voilà, c'était tout le discours qu'on voulait tenir et on avait fait des tenues ultra confortables, pensées pour les femmes et designées pour les femmes, que ce soit au niveau beauté ou au niveau... donc on avait fait des questionnaires, on avait des campagnes mail avec des questionnaires, on avait demandé à des femmes cyclistes, etc. Bref, c'était une chouette aventure. J'ai perdu 3000 balles et j'ai perdu 1 an de travail dessus. Où là j'ai des stocks toujours dans mon garage et c'est un échec lamentable, mais je refuse de le voir que comme un échec. Oui, j'ai perdu 3000 balles, oui, j'ai perdu du temps, mais j'ai appris tellement de choses
et c'était tellement cool et ça m'a fait rencontrer des gens qui aujourd'hui, par exemple, soit je les coach, soit c'est eux qui hébergent les stages de triathlon. Il y a eu des trucs positifs quand sont sortis. Et ça aurait jamais vu le jour si j'avais pas tenté, essayé, lancé le truc. Mais évidemment qu'il y a des échecs et c'est ça qui est cool. Bien, je cherche des marques pour me fournir en équipement. Donc voilà, si un jour je monte sur un vélo, je t'écrirai. Et si... C'est féminine, hein, par contre. Ah, on dit souvent que j'ai un côté très féminin. Si c'est assumé, si ça te plaît, ça, moi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je sais qu'il y a pas mal de demoiselles qui font du vélo qui m'écoutent. N'hésitez pas à lui envoyer un message. Je vous enverrai une tenue pas chère. Elles sont dans les stocks. Moi, je veux m'en débarrasser. J'ai refusé de les jeter pour l'instant, mais je sais pas quoi en faire. Donc voilà. On va s'arrêter sur deux, trois petites questions avant de clôturer cet échange passionnant, ces échanges passionnants, parce qu'il y a 2 épisodes, je le rappelle, qui vont sortir le même jour. Donc si vous écoutez là, l'autre Allez, épisode écoutez est l'autre. disponible. Donc C'est voilà, une suite. Pour moi, c'est vraiment une suite. On a pensé le truc comme une suite d'épisodes. carrément, les briques dans l'épisode 1 avec toi Et les et portes les dans portes. l'autre. Voilà, il faut qu'on réfléchisse à qui on invite pour les fenêtres et le toit. Et on sera tout bon. Alors, ça va être une question difficile, parce qu'on y a déjà parlé pendant 3 heures maintenant. Quel conseil donnerais-tu que tu n'as pas encore donné à quelqu'un qui veut se mettre à la natation, autre que va nager, va dans l'eau, parce qu'on l'a Débute-toi, déjà ouais. dit plein de fois. Autre que du coup se mettre dans la position d'apprenant et accepter d'apprendre. Évidemment. Euh, Quel conseil donner? Ce serait de... Ouais, c'est tellement vrai. Parce qu'après, on rentre dans les conseils techniques spécifiques à la natation. Je veux pas rentrer là-dedans. Euh, Si, enfin, ça pourrait... En fait, il pourrait y avoir plein de conseils. Ce soit, fais gaffe à ta respi, essaye de faire attention à l'eau. Ce serait d'être spécifique et varié. De pas hésiter à avoir les deux scopes, c'est-à-dire un entraînement varié, si tu prépares du triathlon et que tu es en eau libre, avoir un entraînement qui soit varié et pas hésiter à aller en eau libre. À un moment, le triathlon, c'est spécifique parce que l'Ironman des Sables d'Olonne, par exemple, tu es dans l'Atlantique. Il y a des vagues, il y a du courant. Tu pourras pas changer l'Atlantique et tu maîtriseras pas ni la température ni les coefficients de marée du jour J. Donc, il va falloir t'y habituer, t'y exposer et t'y entraîner. Si tu prépares un 400 mètres 4 nages, je sais même pas si ça existe en natation, Si, en si, ça bassin, existe. Ça existe. entraîne-toi au 4 nages et entraîne-toi au 400 mètres parce que ça va être spécifique à cette épreuve-là. Maintenant, si j'essaye de me raccrocher à la natation, parce que le podcast est sur la natation, mais globalement, faut pas avoir peur non plus d'aller prendre des trucs ailleurs, comme je le disais sur le cinéma dans l'eau. Tu t'entraînes pas de prime abord, t'as pas l'impression de t'entraîner, mais pour autant tu passes du temps dans l'eau, dans le milieu aquatique, de temps en temps tu tombes du fauteuil, tu vas te baigner, tu fais quelques brasses, ton cerveau se familiarise avec le milieu. Ça peut être, tu l'as dit, faire du water polo, t'apprends d'autres choses au water polo. Ça peut être aller faire du sprint en bassin de 25, en bassin de 50, faire du travail de respiration, du travail qualitatif, essayer de varier tous ces trucs-là avec une planche sans planche, à une main sans main, avec un pull boy sans pull boy. Vous avez 20 000 façons de varier. Vous pouvez même le travailler, ça s'est démocratisé pendant le Covid avec des entraînements sur banc, avec des élastiques pour muscler les épaules et les grands dorsaux. Vous pouvez le faire, exposez-vous. Plus vous allez vous exposer à des sources de stress différentes, plus de 1, vous allez progresser. Et de 2, votre cerveau va se dire « Ah, mais en fait, c'est que ça. C'est hyper OK. » Et il va normaliser le truc qui vous faisait peur au démarrage. Plus vous allez, entre guillemets, élaguer la forêt. Je vais utiliser ce terme-là. Quand tu rentres dans la forêt, ça te fait peur. Mais si, pas. Alors évidemment, pour les écolos, on n'abat pas les arbres. Là, c'est imagé, ok. Il n'y a aucun arbre qui a été torturé sur cette image. On garde tous les arbres bien vivants, on en a besoin. Mais si tu abats tous les arbres, la forêt te fait plus peur puisqu'il n'y a plus de forêt. Du coup, et tu peux avancer et continuer ton chemin sans avoir peur. C'est vraiment cette image-là de. Mais il faut s'y atteler. Il faut commencer par un arbre. Et il faut avant tout commencer. Ça Alors, répond à la question ou pas? on voit que tu es triathlète parce que j'ai demandé un conseil, tu en as donné une quinzaine, mais tous très pertinents. J'espère qu'il n'y aura pas de gens qui vont couper l'extrait où tu dis qu'il faut abattre les forêts. Et Cancel, après c'est remis sur Insta. Coach SDD et anti-forêt. Quoi? voilà. Anti-forêt? On n'a jamais fait de clip sur, ou je sais même pas comment ça s'appelle, de même de clip sur mon podcast. Je serais déçu que ça soit ça le premier, quoi. Je serais moi aussi très déçu qu'il y ait un bad buzz là-dessus et je serais en mode, ah yes. Mais entre l'IA et les détournements d'informations à moitié complets actuels faits, ça m'étonnerait pas que ça soit fait un jour ou l'autre.
Du coup, l'épisode sort samedi, on sera le 18, 19, 20 décembre. Donc, je ne peux que vous conseiller de précommander le livre pour le mettre glissé, un petit bon pour un super livre. J'ai lu des extraits, et donc c'est pour ça que je me permets de dire que ça va être très intéressant. Vous avez tous les extraits effectivement sur le lien que tu mettras. Ouais. Vous avez possibilité de voir ce que vous achetez un petit peu, un échantillon avant de l'acheter, évidemment, de ne pas faire confiance que les yeux fermés. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, pour 2026? Et là, le projet livre, c'est un gros projet que j'aimerais voir aboutir parce que si les précos se font, bah, il reste 80% du livre à sortir. Pour l'instant, j'attends d'atteindre, mais il y aura un gros boulot en première partie d'année. La deuxième, ce serait comme toi, réussir à développer un petit peu l'influence et le côté en tout cas monétisation de contenu et d'audience pour pouvoir en vivre et diminuer la part de coaching, parce que là je vis à 100% du coaching, et du coup essayer de plurialiser mes revenus et d'essayer de rendre ça stable et de discuter avec des partenaires, et c'est en train de se faire avec la bière. On en parlait avec Goshoa, la bière sans alcool qui est très rose, très peps, avec plein de minéraux, qui est la bière du sportif. Et on est en train de négocier dessus quelques épisodes rémunérés. Donc c'est assez cool. Ce serait ça que j'aimerais développer pour passer d'autres entreprises à société, avoir une société viable derrière. Ce serait cool pour pouvoir continuer de vivre de ma passion et du sport. C'est toute l'énergie que j'y mets en tout cas. Trop bien, je te le souhaite. Moi, je suis en train de faire ce pas-là. J'ai signé mes premiers partenaires avec des entreprises. Donc, vous allez bientôt entendre des épisodes dédiés à certaines marques. T'en as toujours pas parlé, t'as juste teasé sur Instagram, et là tu continues de teaser, t'as pas parlé des partenaires encore. Là, je continue de teaser. J'ai fait une story où j'ai teasé la boîte. Ah, ils ont J'espérais pas, qu'ils allaient reprendre la story et pas du tout. pas du tout. Ils sont flop complet. La petite déception de notre côté de créer. Ah bon, d'accord. Voilà, mais voilà, c'est signé, on est en pleine attente du virement, mais ça va se faire, donc très content, ça va me permettre de visiter leur usine parce qu'ils créent du matériel pour les piscines, et donc d'expliquer un peu comment on fait des maillots de bain, comment les choisir, etc. Donc ça va être top. Et ben, je te souhaite tout ça. Tu es dans... Moi aussi, j'espère que tu arriveras, que dans un an, le podcast sera vachement plus professionnel au sens rémunération. Attention, parce que sinon tu vas encore me dire, oh là là, non, il est très pro, mais juste au sens rémunération et dans la structure financière business derrière, qui est aussi intéressante. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il y a les rémunérations, les tarifs, l'argent qui circule est très tabou en France. Ça fait partie des sujets qui sont compliqués à aborder en tant que créateur de contenu, et c'est cool que t'en parles et je trouve que tu le fais d'ailleurs sans filtre. Continue là-dessus, c'est trop bien. Genre, les gens ont besoin de savoir que c'est pas facile, c'est pas gagné, c'est pas simple tous les jours, et que c'est une vraie aventure l'auto-entreprise. Bah, alors, tiens, je fais que du teasing aujourd'hui. C'est un projet que j'ai en tête en 2026 de créer un podcast sur justement ça, sur ce parcours de comment passer de c'est un hobby dans ma chambre à répondre à la fameuse question qu'on va me poser sans doute pendant les fêtes de Noël, en mode bah c'est bien ton podcast, mais comment tu vas gagner des sous, quoi. Dans quoi tu bosses? Voilà. Parce que là, t'enregistres des. Va expliquer ça. Moi, je galère toujours à expliquer à ma grand-mère, mais tu fais quoi dans la vie? Je suis heureux, mamie, t'inquiète. Je gère le reste, mais c'est dur à expliquer au repas de famille, là, à Noël, c'est compliqué. Ça va être une de celles. D'ailleurs, quand j'ai parlé avec la maison de la piscine, c'est eux la marque, ils n'arrivaient pas à dire podcast. Il disait quoi? Bah, tu sais, ils se trompent dans les postes, les pods, en termes de syllabes, Ils n'y ça arrivent collait pas. pas. Donc, Ouais, c'est encore, c'est en train de, enfin, c'est en train de ouais. se banaliser dans la monétisation, mais il y a quelques boîtes qui sont encore un peu à l'ancienne. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur son compte. La dernière question, je suis désolé, à chaque fois j'ai des dernières questions. Euh, Aucun Il souci. faut que je m'arrête à un moment. Non, Euh, non. Ton pseudo sur Insta, maintenant je le sais parce que j'ai vu des mails, c'est Coach SDD. C'est Ça vient ça, d'où? pour sportif du dimanche à la base. Mais il y avait pas, j'étais juste sportif du dimanche parce que aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro, et c'est vraiment quelque chose que je veux véhiculer dans le sens où ça reste que du sport et on s'en fout. L'apéro avec ou sans alcool, là n'est pas le débat, mais c'est le côté convivial, et on fait du sport pour le côté convivial et le côté je me dépasse, je me fais mal, mais j'oublie pas de profiter de la vie et qu'on sera pas pro in fine. Donc on n'oublie pas de kiffer et de profiter de sa journée. C'est quand tu mets 300 euros dans un dossard, profite de ta journée. Te mets pas que la tête dans le guidon à 300 euros le dossard. T'as mérité de profiter des paysages qui vont avec. Donc c'est à peu près ça le sport. Et je l'ai changé il y a 2 ans parce qu'il n'y avait pas le coach et que j'étais pas assez identifiable en tant que coach sur Instagram. Donc c'est devenu coach.s.d.d parce que c'était déjà pris coach SDD. Donc coach.s.d.d pour
coach sportif du dimanche dessus, globalement. Voilà, donc c'est pour toutes ces valeurs que c'était obligé quand j'ai découvert ton compte. Je me suis dit un jour je l'aurai à mon podcast. Parce que j'ai habité Lille, donc forcément l'apéro, c'est un, c'est La un bière, petit peu sacré. Voilà. Mais j'ai rien dit quand tu as parlé de bière sans alcool, tu vois, je suis c'est, tolérant. Et on est ouvert, on peut. Tant qu'on fait l'apéro, moi c'est ce que je dis, je m'en fiche. Moi j'aime bien la bière avec alcool. T'aimes bien la bière sans alcool ou les cocktails sans alcool, le jus de grenade, je m'en fiche. Tant qu'on fait l'apéro et que c'est convivial et qu'on rigole et qu'on se marre, c'est tout ce qui est important. c'est ça. T'es de quel coin géographiquement? Lyon, je suis Lyon. en banlieue lyonnaise. D'accord, très bien. J'habitais à Villeurbanne. Ça n'a Ah bah, rien à voir, mais voilà. j'y ai habité pendant 2 ans. Et t'es Et de Lyon du aussi. coup, mon prochain passage à Lyon, avec plaisir que partager Ah bah, une bière sans alcool ou non, j'ai bien ou compris. avec. Bah, avec grand plaisir et peut-être s'en enregistrer un sur le monde de l'entrepreneuriat en direct dans un studio. Trop bien. Rendez-vous est pris. Je te souhaite Tu une me bonne diras. fin de journée. Filez sur son podcast Triathlon and Talk pour écouter l'épisode qu'on a fait ensemble, mais tous les autres qui sont passionnants. Merci. Abonnez-vous à son Merci Théo. podcast. Après, vous êtes abonné au mien, s'il vous plaît. Vous êtes Quand même. beaucoup à écouter sans vous abonner. C'est Ouais, dommage. Ça toujours. vous prend pas beaucoup de temps et c'est gratuit. Et nous, ça nous C'est ça. booste et ça permet de faire connaître le podcast à d'autres personnes qui en auraient besoin. Ils ne se rendent pas assez compte de l'impact que ça a et même quand tu essayes de le vendre, dire bah j'ai 300 abonnés mais 20 000 écoutes, ah il y a un problème là. Je pense qu'on a les mêmes problèmes là-dessus. C'est ça. J'estime à 4000 auditeurs réguliers Ouais. pour 1200 abonnés en tout. Tu te dis, il y en a 3000 qui... Voilà, Qu'est-ce qu'ils font? vous êtes à un clic de m'aider. On le clique, c'est aujourd'hui. Je te souhaite une bonne fin de journée. À très très vite, Benjamin. C'était un plaisir de te recevoir à mon Merci micro. à toi pour ces 3 heures d'échange. Plaisir partagé et à très vite Théo.